Gaylor, t'as fait quoi ce week-end? Bon, j'ai préparé les bulles, quoi, normal. Ah, t'as dû aimer cette histoire de médecin, docteur Oui, ouais, j'ai bien aimé. C'est surtout le mec, le côté, tu vois, c'est un salaud, mais c'est un médecin au grand cœur. Enfin, c'est pas mal. Surtout, ce qui est bien, c'est que malgré tout, il arrive à vouloir se serrer la meuf de son service, quoi. Bah, forcément, oui, il y a la meuf, et puis bon, il se tourne un peu autour, mais à la fin, il la pécho, ouais, c'est bien, j'ai kiffé. C'est cool, ça. Mais derrière, il y a le côté accident tragique qui lui casse tout. Ouais, mais bon, en même temps, tu sais, Dr House, c'est pas Mickey Mouse. Bouya! Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans ce 59e numéro de Comics Outcast, l'émission qui vous parle des comics et de ces univers toutes les 2 semaines sur Radio Kawa. Autour de la table du studio mythique de la buanderie, mes petits chroniqueurs ont dévoré les comics et les films ces dernières semaines. Avant d'en discuter ensemble, on va leur dire bonjour. Cette semaine, on accueille Eva. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Est-ce que tu lis un truc en ce moment ou Ouais, je viens de démarrer la nouvelle série Avengers de Mark Waid. All New, All Different, c'est ça? Non, Avengers tout court. D'accord, ok. Bon, il faudra qu'on s'y retrouve là-dedans aussi. Avec nous, on a également Gaylor. Yo. Comment ça va? Bon, ça va bien. Est-ce que tu lis des trucs en ce moment? En ce moment, je rattrape mon retard sur Justice League New 52. Voilà. D'accord, justement, on va en parler un peu plus tard de... non, pardon, non, on va parler d'ici, voilà, c'est tout. Et enfin, notre réalisateur préféré. Oui, c'est vrai. On a deux, un sur deux, il y en a un qui le fait plus, c'est Adrien. Ouais, effectivement, c'est moi. Comment ça va? Ça va bien. Est-ce que t'as une petite lecture de sous le chevet, là? Ah, je suis toujours à fond dans Black Hammer bien. Et et tant d'autres choses, mais Black Hammer c'est quand même vraiment ouais, grave donné envie avec Black Hammer. On a un programme toujours aussi sympathique pour vous cette semaine. On va plonger dans les profondeurs avec département H ou Depth pour les gens qui savent parler anglais. On explore les univers alternatifs dans Superman Rebirth à peu près et on essaye de ne pas en mettre partout dans Snot Girl, vous allez comprendre un petit peu plus tard. Phonogramme sera le comics de notre focus cette semaine et c'est Gaylor, Adrien et Eva et moi, donc nous 4 qui allons vous le présenter. Et pour finir, si vous vous demandiez comment ouvrir des portails interdimensionnels, on vous dit tout car on a vu Doctor Strange. Alors attention aux spoilers. Pas Dr House alors. Ah bah non, justement, c'était la blague d'avant. Avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez toujours nous faire des retours, des commentaires et laisser vos avis sur les réseaux, et des bisous aussi, sur les réseaux sociaux ou sur le site officiel de Radio Kawa. Dans la rubrique Culture et Art, vous descendez à la fin de l'épisode et vous avez la petite boîte où vous pouvez laisser des questions et même des commentaires tout simplement. Je rappelle qu'en fin d'émission, nous allons annoncer le nom du premier gagnant de notre premier jeu qui a eu lieu il y a 2 semaines dans le dernier épisode. Ouais, c'est vrai. Voilà. Je peux déjà dire non, on va dire quel est le cadeau à la fin, comme ça la personne sera d'autant plus satisfaite. Comics Outcast numéro 59. C'est parti. Comics Outcast numéro 59, c'est donc l'émission dans laquelle vous êtes en ce moment. Je cherchais une transition pour retrouver ma ligne sur mon conducteur. Je vous rappelle les principes des revues, donc c'est la première partie de l'émission. Avant chaque émission, on a choisi 3 comics et nous avons lu les 3 premiers chapitres et chacun de notre côté. Puis pour l'émission, on les lit ensemble et on partage nos avis pour la première fois autour de ce micro. C'était absolument pas clair. Tu rigoles? On lit 3 comics, on choisit 3 comics, on lit les 3 premiers chapitres et on se retrouve ici pour en discuter. C'est plus clair comme ça? Ouais, c'est pas mal. Ok, merci. Premier comics de cette semaine. Il s'agit d'un comics d'ici, donc c'est Gaylor qui en parlait. C'est d'ailleurs Gaylor qui va prendre la parole. Et c'est Superman Rebirth. Alors, avant même de parler du comics, est-ce que tu peux déjà nous situer où se trouve cette BD par rapport au reste? Bonne chance. Voilà, bon. déjà désolé si vous êtes du genre à lire les reviews qu'on vous propose et que vous êtes dit, bah tiens, Superman, pourquoi pas, ça peut être sympa. Moi, c'est ce que je me suis dit. Et c'est un comic sympa. Voilà, on va resituer le truc. On va désamorcer le truc. Voilà.
ça commence de manière très très dramatique, mais en fait, je vous assure que c'est une lecture de type sympa. Mais en fait, Superman c'est un peu en fait le même problème qu'on a eu avec Thor qu'on avait chroniqué avant, avec le passage de Thor à Mighty Thor, qui était par le même scénariste, Jason Aaron, qui était finalement le même personnage, donc c'était pas vraiment un numéro 1, c'était plus la suite, un numéro 9-10 en fait. Là c'est pareil en fait, New 52 s'est arrêté, enfin on est toujours dans le même univers New 52, sauf que les titres se sont arrêtés au numéro 52, et après il y a eu l'event DC Rebirth, qui est enfin un one-shot event... Donc on avait un peu déjà parlé. On en a déjà parlé, voilà, c'était un pavé de 80 pages qui en gros parlait du retour d'un personnage emblématique de l'univers DC. Et répercussions qui se propageaient sur tous les titres DC éditorialement parlant, donc reboot général, enfin on va dire soft reboot, parce qu'on est toujours dans le même univers, sauf que c'est juste une nouvelle numérotation et des nouveaux points de départ pour les lecteurs. Sauf que Superman, c'est pas si accessible que ça à première vue, parce que bon, on y a eu des one-shots qui expliquaient un peu les situations de fin de l'ère New 52. Mais Superman, c'est un peu plus compliqué parce que le Superman que vous connaissiez peut-être, que vous lisiez il y a quelques mois, et ben en fait est mort dans Superman 52. D'accord. Okay, et le one shot se charge en fait de mettre en place le nouveau Superman, qui est en fait l'ancien Superman qui appartient à l'univers pré Flashpoint, qui est en fait le Superman que l'on connaît tous, qui a été par exemple tué par Doomsday en 95. D'accord. Par exemple, voilà. Ah, oui. Ce Superman là après s'est mis en couple avec Lois Lane, ils ont fait un enfant qui s'appelle John. Et alors j'ai pas lu les Superman d'avant parce que je pensais avoir affaire à un reboot de type accessible. Et en fait, ce Superman-là avait eu une vie de famille, et il est apparu dans l'univers New 52, l'univers actuel, et il remplace donc le Superman qui vient de mourir. Et donc ce numéro 1 se charge en fait de raconter la vie de cette charmante petite famille qui s'est installée justement dans la ferme des Kent. Et chacun va qu'à ses occupations de fermier. Superman soulève des tracteurs pour la 800e fois. Normal quoi. Lois Lane fait la sous-soupe. Enfin voilà, des trucs très on est en 2016, c'est très bien, très progressiste. Ça, oui. Bien sûr. Et mais en fait, l'histoire de Superman se concentre surtout sur le nouveau protagoniste de cet univers, à savoir John Smith. Enfin, il s'appelle tous Smith. Maintenant, ils ont un alias. John est le fils de Superman et de Lois Lane. Il est donc moitié kryptonien et moitié humain. D'accord. Et il doit avoir à peu près l'âge de Damian Wayne. Et donc voilà, ces histoires de super pouvoirs comme ça commence doucement à se manifester. On le voit au tout début quand il va s'amuser un moment dans les champs, et puis il est avec son chat. Et son chat se fait capturer par un aigle, normal. Oui, encore une scène classique de nos fermiers français. Une scène très AOP. Et John, à un moment, de rage, regarde l'aigle et lui dit « Non, je veux pas, rends-moi mon chat !» Et puis en fait, il pulvérise l'aigle et le chat. Et avec ses rayons laser de Superman là, de type Superman. Je sais pas pourquoi j'arrête pas de dire de type. Bon bref. Et voilà. Donc c'est la naissance en fait d'un nouveau Superboy qui a un peu du mal à contrôler ses pouvoirs, de la place de ce personnage dans cet univers. Et très rapidement, premier opposant à cette charmante petite famille, Eradicator. Je connais pas bien ce méchant, mais apparemment c'est un méchant assez classique de l'univers de Superman. Oui, c'est une grosse gomme quoi. Oh putain. Désolé. Et ce méchant a la particularité d'être très très attaché au génome kryptonien. Il veut absolument que la race soit pure. Oui, c'est moi, le génome. Oh là là, cette émission commence très très mal. Pourquoi on n'a pas fait ça comme blague? Notre blague était beaucoup trop élaborée en fait. Et Eradicator, qui porte en lui tous les souvenirs et les gènes des anciens kryptoniens morts de manière atroce, décide que John n'est pas bien parce que John est issu de l'immigration kryptonienne et John s'est mélangé avec Clark s'est mélangé avec une terrienne et du coup a donné naissance à John, et Eradicator veut en fait purifier John et en faire un pur kryptonien. On sait pas trop comment. Le résultat, c'est Superman qui s'interpose et série de coups de poing, pim pam boum. Et Crypto, le chien qui se fait avaler par Eradicator. Donc je tenais à présenter mes excuses à Eva.
l'ami des animaux à qui j'avais imposé With Free dans une émission précédente. Et finalement, voilà, maltraitance envers les aigles, les chats et les chiens. Donc voilà, je me sens pas très bien. Mais Superman version DC Rebirth, c'est une bonne histoire. Ça se laisse lire. J'ai pas encore parlé des scénaristes et des dessinateurs en place. C'est exactement la même équipe qu'il y avait sur Batman et Robin période New 52, à savoir Peter Tomasi au scénario et Patrick Gleason au dessin. Alors ils se chargent tous les deux maintenant ils sont crédités en tant que storyteller. Pourquoi ? Parce que le titre est bimensuel maintenant, et donc du coup Patrick Gleason ne veut pas assurer la partie graphique. C'est un rythme un peu, ouais. C'est un rythme un peu soutenu. Donc du coup, de temps en temps, Patrick Gleason dessine les intérieurs. Je crois qu'il dessine celui du 1, du 2 et un peu plus tard du 5. Et il est aussi aidé par d'autres dessinateurs. Il y en a un qui s'appelle Doug Mahnke, qui est un dessinateur connu des amateurs de DC. Il dessinait Green Lantern à les périodes Black Lantern, tout ça là. Tous ces joyeuses choses. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Il y a un autre dessinateur aussi que j'ai beaucoup aimé, qui est dans le 3e chapitre, qui s'appelle alors je sais pas comment il se prononce son nom, Jorge Jiménez. Je suis désolé. Non mais c'est espagnol, c'est dur. Je sais pas, c'est Georges, quoi. Georges Jiménez, voilà. Et qui est très très bien. Enfin, tous les dessinateurs en place sont très très bons, mais voilà, il y a ce côté un peu patchwork. Il y a beaucoup d'encreurs aussi différents. Par exemple, Patrick Gleason du chapitre 2 au chapitre 5, dans les deux chapitres où il intervient. Au chapitre 5, c'est con, mais l'ancrage est complètement différent, et du coup, on dirait que c'est même un autre dessinateur. Donc, en fait, faut que le lecteur se prépare à, avoir un reboot qui n'est pas vraiment un reboot, parce que c'est un Superman d'une terre parallèle, comme j'expliquais tout à l'heure, donc c'est pas facile à suivre. Donc, forcément, dès que t'arrives au numéro 1, des éléments t'échappent. Et de 2, c'est pas forcément accessible graphiquement parlant, dans le sens où ça change tout le temps. Voilà, ça peut rebuter certaines personnes, c'est pour ça que... J'imagine que Ben aurait pété un câble. Et je pense très fort à Ben, voilà. Et malgré ça, c'est une très bonne histoire. C'est marrant parce qu'ils reproduisent un petit peu le même schéma qu'ils avaient fait avec Batman et Robin. Batman et Robin, c'était Bruce et Damian Wayne, donc qui étaient ensemble et qui avaient du mal à cohabiter pour la première fois en tant que Batman et Robin. Là, la cohabitation est complètement différente. On est plus dans le côté papa qui s'occupe de son fils, mais oui, il l'a élevé, quoi. C'est pas un rejeton qu'on dépose sur ses marches en disant en fait. Alors déjà c'est ça, voilà. Et puis en plus c'est pas le côté premier chapitre de Batman et Robin, Batman qui emmène son fils voir l'endroit où ses grands-parents se sont fait assassiner, quoi. Oui, voilà. Voilà, genre le truc qui pose vraiment les bases d'une relation saine entre père et fils. Non, là ça va, tu vois, c'est plus je t'apprends à servir tes pouvoirs doucement, et puis c'est marrant de voir Superman dans ce rôle de justement de un peu papa poule qui se bat contre des méchants et en même temps fait attention à son fils, tu vois, qui voilà, il a toujours un œil sur son fils, voilà, il est pas complètement Papa Poule qui est un ennemi de Deadpool. En forme ce soir, j'adore. Et voilà, moi je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur ce titre. Je vous le recommande. Malgré tout ce que j'ai dit qui n'allait pas éditorialement parlant. Plutôt apprécié donc. Oui. Eva, de ton 3 étoiles côté... sur 5. Et toi de ton côté, est-ce que justement la cruauté envers les animaux t'a rebuté, ou est-ce que t'as pu passer ou est-ce que tu aimes ça? Alors déjà, n'étant pas informé qu'il fallait lire autre chose avant, j'ai commencé avec Superman, donc numéro 1 directement. Oh l'erreur de nous. Fatal. Et donc directement dans l'émission, super. Et donc directement par la mort du chat, effectivement. Donc il y a beaucoup de choses qui m'ont échappé dès le départ. J'ai passé du temps sur internet pour pouvoir lire mes 3 issues. Après, c'est pas gênant au niveau de la lecture, parce que c'est l'introduction quand même d'un nouveau personnage. On apprend à connaître le fils de Superman, et les choses se mettent en place tranquillement. On arrive à suivre ce qui s'y passe, même si on fait abstraction du fait que on connaisse pas forcément tous les précédents des personnages. Origines, ouais. Voilà, c'est ça, ouais. Au niveau du dessin, j'ai trouvé par contre il y avait alors que sur les 3 premières issues, parce que j'ai pas lu la suite, mais qu'il y avait des styles très différents, et notamment entre les adultes et les enfants, la manière dont ils étaient dessinés. Et j'ai pas du tout aimé la manière dont étaient dessinés les enfants, qu'on était un peu manga, qui ont des yeux énormes, ils ont tous des nerfs troussés jusqu'au front, c'est pas possible, et c'est pas du tout le cas sur les adultes. Voilà, il y avait une vraie différence, ça m'a un peu dérangée. Voilà, après ça se lit très vite et c'est plutôt agréable à lire. Je passais un bon moment. Tu penses continuer? Je sais pas.
Si j'ai du temps, mais ce sera pas ma priorité. On t'a pas trop sondé là-dessus, mais toi d'ici, c'est des séries que tu suis en général? Pas trop, non. Pas trop, ouais, d'accord. Adrien, toi t'en as pensé quoi? Est-ce que pareil C'est vrai que pour un numéro 1, déjà ils expliquent même pas qui c'est Superman, pourquoi il vole. Non, non, mais t'as raison, mais j'ai... non, en vrai, enfin, pensé, hein. c'est vrai que c'est rigolo parce que c'est un numéro 1, alors on pourrait s'attendre à une origin story, tu vois, enfin genre un truc en une page à la limite, ouais, voilà. Mais bon, en vrai, pas du tout. Alors si vous voulez attaquer Superman avec ce numéro-là, je pense que la culture populaire aura fait votre formation peut-être mieux que ce que peut le faire le comics, quoi, en fait. Alors du coup, voilà, est-ce qu'il a vraiment besoin ce numéro 1 d'être un numéro 1 classique? Je ne pense pas. Honnêtement, ça se lit très bien. Enfin, je pense qu'on rentre assez facilement dedans. C'est vraiment important, je pense, de lire le Rebirth, qui pourrait être considéré comme un numéro 0 et qui au moins explique un petit peu cette alternative. Enfin, ce passage de flambeau, même. Ouais, voilà, en fait, ouais, c'est un bon terme. Entre un Superman et un autre, et de ce petit changement de paradigme où effectivement là il a une vie de famille un peu plus posée, etc. Donc ça s'explique assez bien. Derrière c'est de l'aventure assez simple en fait, comme on peut retrouver dans d'autres histoires de Superman. Là c'est lui avec son fils. Moi j'ai pas vraiment d'attrait pour cette histoire-là en particulier. Je dois dire que ça me touche pas particulièrement. Le dessin aide pas, enfin je sais pas, je trouve en fait que c'est assez c'est bizarre, on dirait que c'est jeunesse presque, enfin on dirait que ça s'adresse un peu aux jeunes, enfin aux très jeunes. Je sais pas, c'est vrai que c'est pas des grands enjeux, ça a pas l'air parti pour une grande aventure de Superman, quoi. Ouais, c'est j'ai lu l'arc entier qui fait 6 chapitres et tu vois, j'ai lu ça, j'ai fait ok, j'aime bien. Ça m'a peut-être pas autant marqué que Batman et Robin, tu vois, à la même période. C'était pas aussi. Ouais, voilà, on n'est pas autant peur pour les personnages, quoi. Enfin, déjà que t'as pas souvent peur pour Superman. Là, maintenant, ils sont deux. Ouais. C'est vrai qu'il y a assez peu d'enjeux. Après, on pourrait avoir peur, du coup, pour John, enfin, le fils de Superman. Et c'est assez rigolo, cette histoire de, en fait, c'est un gamin, c'est un métis, donc, genre, il a ses pouvoirs, mais un peu par alternance, et, il peut défoncer un chat, d'un coup d'œil, et en même temps, s'il tombe d'un arbre, non, en fait, il se fait super mal, quoi. Comme un gosse, ouais. Voilà. Et, bon, c'est assez intéressant, voilà. Moi, c'est marrant, ça m'a fait. Ouais, c'est marrant pour le côté, vraiment, c'est une aventure plutôt fraîche, quoi. On n'a jamais vu Superman dans ce rôle-là, et puis, puis ça se laisse lire. Ouais, après, si commencer Superman par ça, je sais pas si du coup, tu vois, ça place le personnage à la hauteur de ce qu'il pourrait être. Mais enfin, là, du coup, c'est un peu effectivement le papa Superman. Et peut-être que DC se garde un peu les aventures de Superman en solo sur son autre titre avec le nouveau Action Comics, ouais. Le nouveau Action Comics, ouais. Du coup, en parlant de d'autres séries d'ici autour de Rebirth, on regardait en antenne ce qu'il en était d'une série qui avait été annoncée pendant le grand événement, je crois de la fin du printemps par DC. Non, pendant l'été, pardon, c'était en juillet. Sur une série qui s'appelait Super Sons, dans laquelle on retrouvait Damian Wayne et donc John Smith, Jonathan Smith, qui est donc l'alias du fils de Clark Smith, qui auraient leurs propres aventures. Du coup, vu que ce n'est pas encore sorti, que ça a encore été repoussé à 2017, donc je ne sais pas quand exactement, mais bon, en tout cas l'an prochain. C'est janvier, je crois. Donc très prochainement finalement. Ça aurait été marrant de voir si justement le titre Super Son n'aurait pas été encore plus un titre jeunesse que ne le laisse croire les premiers chapitres de Superman Rebirth. Mais bon, du coup, je pense qu'on en reparlera. Enfin, moi, j'ai très envie de lire. Je suis très très curieux de cette série. On en reparlera en début d'année prochaine. Enfin, plutôt au printemps, vers mars, quand. Non, parce que maintenant il y a deux sorties par. Ah, ça dépend des titres. Pas tous les titres. Ça dépend des titres. Oui. Tous les titres ne sont pas bimensuels chez DC maintenant. Certains sont passés. On en reparle. Ce rythme, ouais. Deuxième série, merci beaucoup pour cette revue. Deuxième série de cet épisode, c'est Depth Ash, on va dire comme ça. C'est Eva qui va nous la présenter. C'est une série de chez Dark Horse et ouais, en fait, on parlait du jeu de mots du titre juste avant de commencer. C'est vrai que c'est assez, c'est pas rigolo, mais
C'est logique en fait quand tu vois Si, le moi titre. je suis mort de rire. Ah oui, D'ailleurs, on aurait pu également faire la blague d'intro là-dessus. Du coup, on va parler du jugement du jeu de mots avec Ah oui. depth. Non, Non, ah oui, ou bah, pas fais-le alors. Non, mais non, justement, mais avec justement les profondeurs, c'est ça que je voulais te lancer là-dessus. Du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu de la série Oui. C'est- de linguistique? C'est une série qui est sortie chez Dark Horse, effectivement, depuis, ça a commencé en avril. Il y a 7 issues pour l'instant qui sont sortis. 24 sont annoncés. D'accord, donc c'est super ambitieux. Ouais, ça va être assez Ok. long. Au scénario et au dessin, on a Matt Kindt. Ouais. Et à la couleur, sa femme, Charlene Kindt. Alors, c'est Matt Kindt, il a fait beaucoup de choses chez Valiant. Oui. En fait, principalement Divinity, Ninjak, Rai, enfin toutes les grosses séries Valiant qui sont sorties en France dernièrement. Voilà, c'est lui. Et puis Charlene Kindt, elle a surtout bossé avec lui jusqu'à présent. Elle avait rien, enfin pas fait grand chose de son côté. C'est pas Seul, émancipé quoi en fait. C'est ça exactement. Oh là là. Oh ça va. Ouais. Donc l'histoire. Donc c'est l'histoire de Mia, une jeune scientifique émancipée qui fait de la recherche et qui est passionnée par l'espace et qui est embauchée sur un projet d'exploration qui est dirigé par son père et toute une équipe qui comprend également son frère aîné. D'accord. Donc elle part sur ce projet dans l'espace qui vise en fait à retrouver des espèces vivantes sur certaines, enfin sur une planète ou et en fait le projet est non concluant, donc il est abandonné puisqu'il y a aucune trace de vie qui est retrouvée dans l'espace. Pendant ce temps-là, son père commence à inventer, enfin à créer un autre projet qui serait de faire à peu près la même chose mais dans les profondeurs de l'océan. D'accord. Donc ce nouveau projet est lancé, le père, le frère et toute une équipe partent dans les bas-fonds. Pas elle, puisque c'est quelque chose qui l'intéresse pas du tout. On sent qu'il y a une grosse angoisse derrière tout ça, que elle se sent oppressée par les milieux marins et que c'est pas du tout son truc. Elle préfère l'espace. Donc elle reste à faire autre chose. En fait, un jour on l'appelle pour lui dire que son père est décédé et on lui demande d'aller enquêter sur la mort de son père. C'est un ami de son père et à la fois mécène du projet qui va lui demander d'aller voir un petit peu ce qui se passe parce que le dirigeant en fait du projet ne veut pas que le projet soit avorté parce qu'il y a beaucoup d'argent en jeu. Et donc Un peu égoïste quand même. un peu ouais. Alors, Et donc on on lui demande d'aller voir ce qui s'est passé. Donc elle part un peu à regret, mais elle part rejoindre l'équipe. Et une fois arrivée sur place, elle se rend jusqu'au lieu. La scène du crime quoi. Alors à ce moment-là, on ne le sait pas, puisque tout le monde nous dit en fait que c'est un accident, qu'il y a eu une brèche, et donc suite à la brèche, son père est décédé. Donc elle va sur les lieux et elle se rend compte effectivement, donc ça c'est la fin de la première issue, que visiblement son père a été assassiné. À partir de ce moment-là, tout le monde devient suspect. Ouais. Alors dans le lot, il y a quand même son ancienne meilleure amie, il y a son frère, c'est que des gens qu'elle connaît, des anciens collègues, des très grands amis de son père. Et donc à partir de ce moment-là, tout le monde est soupçonné. Et là, on commence un peu à flipper pour elle parce qu'elle est quand même enfermée à je sais pas combien de kilomètres sous l'eau, et donc il peut lui arriver un peu n'importe quoi puisqu'on a déjà tué son père, pourquoi pas elle. Donc en fait, c'est un mélange de science-fiction et de policier entre les 10 petits nègres et 20 milieux sous les mers. C'est un huis clos marin. C'est quoi. ça. Sous-marin. Et en fait, il y a une espèce de pression permanente du fait déjà que tout le monde soit soupçonné et que donc elle est. On a l'impression qu'il y a quelqu'un qui va lui débrancher un câble de son scaphandre toutes les 2 secondes à peu près. Moi, dès que quelqu'un s'approche d'elle, je flippe. Avec une silhouette. Et voilà. Et en même temps, il y a la pression de l'eau qu'elle ressent parce qu'elle est complètement angoissée par ça. Et le fait, le confinement, le côté un peu claustro, et elle le dit même à certains moments, elle le décrit bien, je trouve. Elle dit qu'elle a pas cette sensation d'infinité comme dans l'espace, en fait, et elle se sent oppressée. Donc, Il y a une phrase où elle dit qu'elle a le poids du monde sur les Ouais. épaules. Quand plus elle descend, plus le poids du monde se fait lourd. Donc c'est super bien écrit, c'est vraiment très très bien écrit.
Et il y a une manière d'amener les éléments de l'histoire qui est faite assez naturellement par des flashbacks et puis des interactions avec des personnages qu'elle a pu avoir. Et donc c'est super bien foutu. Après, au niveau du dessin, alors il y a des gens qui vont pas du tout aimer, c'est clair. Je pense, ouais. C'est très aléatoire. Déjà selon les cas, c'est assez inégal. Et alors moi j'aime beaucoup. J'ai trouvé ça super beau, mais et on en parlait juste avant aussi, mais je l'avais noté et je pense que ceux qui aiment Jeff Lemire vont carrément s'y retrouver parce que ça y ressemble quand même pas mal. Hein. Ah oui. Donc voilà, vous allez retrouver un petit peu ce style-là. Après, c'est clair que ça va être, je pense, c'est tout bon ou tout mauvais, quoi. Les gens vont aimer ou détester au niveau du dessin. Je pense qu'il y aura pas trop de demi-mesure. Après, il y a un gros boulot au niveau de la couleur. C'est super beau. Tout est à l'aquarelle et c'est vraiment magnifique la manière dont c'est fait. Et pour retranscrire l'ambiance sous-marine, ça rend vraiment très 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 bien. Voilà. Donc c'est un gros coup de cœur. Moi, j'ai hâte de lire la suite. Adrien, je sais pas si t'étais déjà là quand on avait parlé de l'eau. Alors, c'est pas une phrase géniale. Et j'ai même pas fait exprès, je vous jure, j'ai pas fait exprès. C'est vrai que je suis né bien après l'invention de l'eau. Alors l'eau, je rappelle LOW qu'on a dû analyser dans les tout premiers épisodes, si je me trompe pas. Ah ouais. Ouais. Et du coup, moi, en lisant, il y avait quelques parallèles à faire, mais est-ce que toi t'avais lu l'eau? Je n'avais pas lu l'eau. D'accord, donc on passe à autre chose. Est-ce que t'as bien aimé cette série? Voilà, elle était bien ton intro. Tout ça pour ça. Ah ouais, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. J'ai retrouvé en fait. Alors c'est grâce au dessin. Enfin c'est grâce à l'artwork, aux mises en couleur, etc. Mais j'ai retrouvé un petit peu cette fraîcheur de Descender ou de Negative Zone ou d'autres œuvres de Lemire de toute façon. Ouais, en fait c'est un petit peu comme si c'était du dessin à la Lemire mais mis en couleur par Nguyen, tu vois. Du coup, genre, pour moi, c'est un peu genre le meilleur des mondes, quoi, tu vois. Et l'histoire est superbement bien écrite. Enfin, du coup, je vais pas forcément insister sur l'histoire parce qu'Eva l'a très bien fait. J'ai vraiment accroché au truc. Je vais continuer, c'est certain. Ouais, j'ai pas grand chose d'autre à ajouter. Vraiment, c'est brillant en fait. Et t'as pas lu l'eau alors? J'ai pas lu l'eau. Ok. Bon. Et donc toi, du coup, Gaylor, est-ce que tu as lu? Est-ce que j'ai lu l'eau? Voilà, est-ce que t'as lu l'eau, toi? Eh ben, j'ai lu l'eau, oui. Bon, je trouve que ça pas. Je rapprocherais plus de The Wake en fait, en termes d'ambiance. Et The Wake était un récit beaucoup plus nerveux, les monstres étaient tout de suite identifiables, tu savais où ça allait immédiatement. Dans ce titre, Depth H, je trouve que voilà, l'ambiance s'installe beaucoup plus, ça prend du temps à s'installer, mais voilà, ça fait partie du récit et ça renforce le côté claustrophobique, Deep Tinaigre, tout ça. Vraiment, tu sens que ça va. Voilà, il y a des morts et ça va arriver méthodiquement. Tout l'équipage va disparaître un par un. Enfin voilà, on sent que ça va dans cette direction-là. Et du coup, t'as peur pour l'héroïne et tu ressens de l'empathie pour elle. Et j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé aussi les flashbacks et le jeu de couleurs qu'il y avait avec les flashbacks, les nuances de bleu qui te montrent clairement que telle page est un flashback et voilà. Enfin, c'est super bien fait. Et qu'est-ce que j'ai bien aimé d'autre aussi au niveau graphique? Ah oui, les armures qui me font penser un peu des armures Aside, les armures qu'ils ont quand ils explorent les fonds marins. Ils ont des algues aussi accrochées on sent que les machines elles ont beaucoup servi. Enfin voilà, il y a un côté un peu poisseux, un côté un peu surnaturel, et puis ces monstres aussi qui dès qu'ils sortent faire une expédition, en l'occurrence voir la scène du crime qui est un peu plus loin, voilà, tu sais qu'il va forcément y avoir une merde. Enfin voilà, les profondeurs font un peu peur en fait. Ouais. Je suis d'accord. Tout à fait d'accord. À l'image de The Wake. Et un peu de The Law. Voilà. Ouais, non, mais pourquoi The Law? Non, Law, tout simplement. Law, voilà. Law. Que des mots anglais qui sont faciles à prononcer. On va passer à la troisième revue de cette semaine. Il s'agit de Snot Girl, une série d'un auteur que vous connaissez certainement, que vous l'aimez, je ne sais pas, mais Brian Lee O'Malley, mais pas tout seul, n'est-ce pas, Adrien? Effectivement, il n'est pas tout seul. La première transition réussie. Ouais. Merci Eric. Non, comme tu dis, en fait, je crois qu'il y a
dans la vie, il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui aiment Brian Lee O'Malley et il y a ceux qui le détestent. Donc, disclaimer, je fais partie de ceux qui aiment cet auteur. Mais oui. Donc j'ai beaucoup aimé, et si vous n'aimez pas cet auteur, vous n'aimerez pas du tout, puisque c'est typiquement lui. Il est effectivement associé à Leslie Hung, qui est une petite nouvelle, mais qui rentre dans le comic game par la grande porte avec quelque chose dont elle peut être très fière. Snot Girl donc parle d'une fashion blogger qui s'appelle Lottie Person. C'est la star des réseaux sociaux, c'est la hit girl influenceuse par excellence, notre Instagrammeuse préférée, notre égérie des marques. Malgré j'ai l'impression qu'on la connaît dans la vraie vie. Peut-être qu'on connaît une personne qui pourrait être Snot Girl, à la différence que Snot Girl a un gros problème de type nez qui coule, hashtag morve, hashtag mascara qui coule, qui a tendance à ruiner sa vie de petite fashionista. C'est ce qu'on découvre dès le début de la série, dans l'issue 1. On est introduit à Snot Girl, donc Lottie Person, une fille un petit peu particulière qui calcule exactement ses interactions avec les autres blogueurs, avec les marques, avec ses amis. Elle donne des petits nicknames à tout le monde. On a par exemple Norm Girl, la fille excessivement normale, ou Cute Girl, la fille excessivement cute avec qui elle échange des textos très très marrants. Enfin des textos même par la pensée, enfin c'est un peu bizarre. Mais à côté de ça, elle a une vie privée qui est un petit peu plus normale, voire pas cool, à base de galères avec son mec avec qui elle est en break, et que quelqu'un est en train de lui piquer. Elle est un petit peu en galère avec ses amis, ou du moins les gens qui se font passer pour ses amis. Et puis surtout voilà, elle a cet affreux problème de mucus fuyant qui donc a tendance à recouvrir son visage dès qu'une émotion se fait ressentir, et c'est pour ça que Snot Girl n'aime pas trop les émotions. Jusqu'au moment où donc dans cette première issue elle rencontre Caroline, l'as de cœur qui pique ton cœur, qu'elle nommera elle Cool Girl. Cool Girl parce que finalement Caroline est tout ce que Lottie Person aimerait être, une fille elle est canon, mais en même temps elle fait pas gaffe à son apparence, elle est au fait de tout mais très déconnectée, enfin bon bref, elle aurait vraiment envie d'être sa meilleure amie, et c'est en bonne voie de le devenir jusqu'à un petit twist en fin de issue 1 dont je ne parlerai pas ce soir. Vous ne m'aurez pas, à part si vous me payez peut-être très cher. Et voilà, donc on a cette première issue qui est très Brian Lee O'Malley-esque. C'est un adjectif un peu compliqué. C'est vraiment vraiment chouette. C'est bourré de détails, il y a des petites blagues bien senties. Pour l'issue 2, on ralentit un petit peu le rythme. C'est pas forcément un mal. Disons qu'on se repositionne un petit peu dans un récit qui révèle peu à la image, avec une Snot Girl un petit peu perdue face à ce qui vient de lui arriver. Je ne dirais toujours pas la chose en question. Et puis, voilà, on est vraiment, on sait pas exactement sur quel pied danser. On sait pas vers quoi le comic tend. Mais on est pris notamment grâce aux artworks qui sont assez formidables, et à ce stade-là moi je me suis dit d'accord, c'était pas Brian Lee O'Malley qui dessinait, j'étais un petit peu triste de ça à la base, mais là je me suis rendu compte que c'était vraiment très très bien senti, c'est bien foutu. On découvre un petit peu plus les personnages qui l'entourent, et jusqu'au numéro 3 où là on découvre un petit peu sa némésis qui est Charlène, son ancienne stagiaire assistante fashion blogger, qui est en train un petit peu de lui piquer son mec, et voilà, et en fait elle va cristalliser un petit peu tous ses malheurs autour d'elle. Voilà, quoi dire d'autre, si ce n'est que effectivement raconter comme ça, on dirait que c'est une histoire de fashion blogger et que c'est pas très intéressant et que je fais très mal mon taf. Mais en fait, c'est vraiment vraiment super bien parce que Brian Lee O'Malley sait écrire, il sait être drôle, il sait parler des problèmes des jeunes gens de 20-30 ans, et ça fonctionne divinement bien. J'ai beaucoup ri, j'ai une forte empathie, enfin peut-être pas une empathie, en tout cas une forte sympathie pour
pour Lottie, j'ai envie de savoir ce qui va lui arriver. On est face à une sorte de un mélange entre un peu un comics, un manga, une satire, on va dire une comédie noire peut-être, avec des petites touches de comédie romantique à droite à gauche, mais le tout est vraiment super bien équilibré. Leslie Young, elle est au top. Si vous aimez Brian Lee O'Malley, vous adorerez. Si vous détestez, vous détesterez. Ah. Puisque je sais conjuguer un verbe du premier groupe. Voilà, on tombe parfois un petit peu dans le cliché, mais ça sert toujours le propos. C'est assez malin. Je recommande. Ouais, en fait c'est drôle parce que Adrien il fait pas des descentes de phrases comme genre les êtres humains qui parlent français, tu vois. Et je recommande. Puis je recommande et il y a pas de suite. Puis il découpe un peu les syllabes. J'ai cru qu'il commandait 2 fois en fait. Tu vois, son oui, comics. parce que c'est peut-être parce que ça fait 2 fois que je le recommande ce comics. On va donc passer la parole à Gaylor qui va nous donner son avis. Mon avis. Ah, je suis descendu, dommage. Mon avis, écoute, il est assez proche de celui d'Adrien. C'est un récit, j'allais dire un très beau récit. Non, c'est pas beau, mais c'est un récit très 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 con, mais très très bien enrobé et du coup très très sympa à lire, c'est frais. C'est, je veux dire, c'est des histoires de quand même le gros clash dans le 3e issue, c'est parce que Charlène, donc, est sa pire ennemie, blablabla et tout, qui pique son ami, ses robes et tout, a osé mettre du lait dans son latte parce qu'elle bosse dans un Starbucks et on l'a commandé dans un Starbucks. La punchline est assez géniale quand elle justifie tout ce qui vient de se passer par oui, mais elle a au lieu du seuil latte, genre elle avait mis du vrai lait, quoi. Genre, tu vois, nous on a toutes les cases de tout ce qui se bouscule dans sa tête, tu as tout ce qu'elle lui reproche et tout ce qui peut être vrai. Enfin bon, quand tu es dans son esprit, il y a des trucs légitimes, on va dire. Et c'est juste ça qui sort, quoi. Enfin bon, ouais, c'est pareil à cette même soirée, les deux cute girl et je sais même plus son prénom, Leslie. Non. Lottie, pardon. Lottie et Cute Girl qui portent la même robe et genre ça devient vraiment le drame de la soirée. Genre je ne veux plus être dans ce monde. C'est qu'est-ce qui m'arrive, c'est la pire humiliation. C'est quelque chose de grave pour certaines personnes. Et enfin voilà, c'est Brian O'Malley. Il écrit ça très très bien. Mais derrière ça, enfin voilà, du coup, ce qui est peut-être pas très clair dans ma présentation, c'est que derrière ça, il y a un fond un suspense un peu polar. Enfin, il y a un truc, il y a une espèce d'enquête. Donc c'est difficile d'en parler sans dévoiler la fin du premier issue. Et en même temps, ça serait très dommage de le faire. Donc et voilà, donc il y a un clash à la fin à la Scott Pilgrim, on va dire, c'est-à-dire où le récit est censé basculer. Pivoter, ouais. Et voilà, bon, on dira pas ce qui se passe, mais voilà, moi j'ai beaucoup aimé. Aussi un mot sur les couleurs et sur la construction du récit, enfin avec toutes les cases qui vont dans tous les sens, qui me rappellent beaucoup des récits habituels de Brian O'Malley. Dès qu'un personnage arrive, c'est comme s'il faisait une entrée dans un jeu de combat, genre avec limite la fiche perso qui arrive juste en dessous. Et enfin voilà, c'est il maîtrise à la fois enfin tu vois, il fait des bulles spécialement pour le portable, pour les bulles de pensée. Enfin voilà, tout se mélange agréablement bien. Et du coup, toi, Eva, est-ce que cet univers impitoyable, comme on a l'air de le présenter dans Snot Girl, des fashion blogueuses, ça t'a intéressé ou pas au final? Toi qui es une fille. Non, mais attends, un peu ça. Hein. J'imagine qu'il y a des gens que ça intéresse parce que ces personnes n'ont pas des followers pour rien, mais je pensais pas à Eva en particulier. C'était ma troisième transition. Non, je raconte la fin de la première issue. Arrêtez tout de suite. Moi, je l'ai lu, hein, donc. Non, moi, ce qui m'a intéressé, c'est le traitement du sujet, en fait. C'est pas le fond du, voilà, mais c'est vraiment la manière dont c'est traité, parce que je trouve que il le fait très bien. Et je pense que ça existe réellement, la manière dont il le décrit, cette espèce de compétition entre blogueuses. On sent qu'il y a de vrais enjeux parce que c'est un gros business et il y a de l'argent en jeu, il y a des marques qui payent pour que les filles fassent de la pub, pour que donc voilà, il y a une grosse compétition entre elles et ça montre aussi à quel point elles vivent dans une société du paraître, de l'apparence, hein, c'est vraiment uniquement ça en permanence. Voilà. Par contre, après, je pense que c'est très générationnel et que ça plaira pas du tout à tout le monde, qu'on est plutôt la cible. Enfin, ouais, c'est plutôt Génération 20, Y. 30, 35, mais après, ça risque d'être compliqué. À voir si ça vieillit bien après. C'est ça, ouais. J'ai un doute, hein, ouais. Au niveau du dessin, ça match complètement avec le sujet parce que c'est hyper girly et
c'est assez frais. Ça a une grosse influence manga. Moi, ça m'a fait penser à Switch Girl tout de suite, avec cette histoire de fille qui est laide au possible quand elle est cachée et puis qui est super belle quand elle sort. Toujours voilà. prête, toujours apprêtée. Et je vais peut-être me faire taper dessus, mais ça m'a fait aussi penser à Totally Spies. Oh là là. Parfois, quand on voit les ouais, textes apparaître dans les cases, j'avais presque le son c'est un des peu touches vrai. que tu... Mais en même temps, c'est chouette, Totally Spies. Oui, oui. Ah oui, complètement. Donc ça m'a fait penser aussi un peu à ça. J'aime bien, je n'ai pas gardé un bon souvenir, mais je n'ai aucun souvenir. Excuse-moi. Après, par rapport à la première issue, donc enfin à la fin de cette première issue dont on ne dit rien. On dit toujours rien. Non. Voilà, on ne dit toujours rien, mais juste que moi j'étais un peu déçue parce que à la fin de cette première issue, on sent que ça peut partir en vrille. Et que en fait pas vraiment, enfin on sait pas trop pour le moment, mais voilà, j'aurais voulu que ça aille plus loin. Voilà, j'espère que après peut-être que ça arrivera plus tard, hein, mais dans la deuxième et la troisième, pour l'instant on n'a pas encore de réponse. À ce stade, il y a un peu un faux rythme. Ouais. Bah, on avait cette discussion en semi-off, je sais pas comment on peut dire ça. Embrouillé. Voilà, Plus ou moins en antenne. Et c'est peut-être arrivé un peu tôt, c'est ce qu'on se disait avec Adrien. Et oui, voilà, c'est comme on le disait, voilà, on attendait ce qu'il y a un switch il y a ce switch, mais on s'attendait à ce que ça parte complètement dans cette direction et ça revient un petit peu en arrière pour peut-être mieux poser le rythme par la suite. On sait pas. Là, en fait, on lit un truc mensuel, donc c'est la première fois qu'il fait une ongoing, donc on sait pas trop ce qu'il a en tête. Lui-même, peut-être, ne sait pas au-delà de 10-15 chapitres, il sait peut-être pas où il va aller. Exactement. Il a l'habitude de livrer 200 pages d'un coup, donc. Ouais, c'est un peu nouveau pour lui. Du coup, là, mais on sent l'influence quand même des romans graphiques, on sent l'influence des mangas et, ah oui, et on là, sent qu'il a déjà fait ça. Dans un rythme qui est un peu plus dense. Faut être fort en 24 pages et réussir à faire les bons twists au bon moment. Je pense que c'est pas quelque chose forcément avec lequel il est très à l'aise, mais pour le moment il s'en sort globalement bien quand même. Puis il y a aussi peut-être l'aspect, enfin le côté, voilà, c'est le premier chapitre, il faut qu'à la fin je donne envie de lire le 2. Voilà. Ouais. Et peut-être qu'il est tombé un petit peu facilement dans ce travers qui aurait peut-être pu aller un peu, qui aurait peut-être pu arriver. Tard, voilà, ouais. On verra, pour le moment, le récit peut encore livrer beaucoup de choses. Et le dernier truc que je voulais dire, c'est juste que j'avais eu l'impression d'être carrément has-been en lisant les issues parce qu'il y a plein d'abréviations. Enfin, il y a des textos avec des tonnes d'abréviations, on comprend absolument rien. Tu veux dire vieille? Tu t'es sentie vieille? Vieille? C'est vrai que t'as un certain âge, Eva. Oh là là. Allez, rien à faire. Oh là, n'importe quoi. Merci de toute façon. J'ai enlevé mes écouteurs. Voilà. Merci à vous trois pour ces revues. Je vous rappelle, vous, auditeurs, que vous avez la possibilité de nous faire des commentaires sur ce qu'on a lu. Et si vous les avez lus après, c'est encore mieux, parce qu'on aimerait avoir vos retours. Et de la même façon, vous êtes invité à nous présenter ce que vous aimeriez qu'on présente ici. Ça peut être assez sympa. Parce que vos commentaires sans avoir lu, bon... c'est pas que ça nous intéresse pas, mais... Pour ce faire, les réseaux sociaux comme d'habitude, ou alors le site de Radio Kawa. Vous allez tout en bas de l'épisode, en dessous des informations qu'on vous donne, et vous nous dites ce que vous en pensez. Sur ce, nous allons nous quitter un court instant. On se retrouve juste après pour parler de phonogrammes et en dernière partie de Doctor Strange dans Hors les bulles. À tout de suite. Yeah. Je sais où tu te caches! Oh là là, qu'est-ce qu'il est bien fait ce film. Je me demande bien comment ils peuvent faire ça. Eh dis donc Giboite, si tu veux tout savoir, écoute, y a plus de péloche. Y a tout sur Cinoche et le monde de l'audiovisuel, avec des super chroniques, des super discussions et des super invités Giboite. Oh là là, et Maël, où est-ce qu'on peut entendre ça? Une fois par mois sur Radio Kawa Giboite. Allez Marcel, au studio. Y a plus de péloche, le podcast sur le monde de l'audiovisuel. Présenté par Maël et Giboite. Une fois par mois. Sur Radio Kawa. J'adore la tête de Gaylor quand j'ai dit sur ce. Il a cru, je pense, qu'on avait fini l'émission. Il s'est dit genre ouais, tu m'as fait une tête chelou. Deuxième partie de l'émission, de retour dans Comics Headcast 59. Nous allons passer à la partie que nous appelons le focus. C'est un... Qu'est-ce que c'est le focus, Eric? C'est ce que j'en sais dire. C'est donc un comics qui a été choisi par l'un ou plusieurs d'entre nous et que la personne ou les personnes ont choisi de présenter. Ce sont souvent des séries qui sont terminées ou un petit peu anciennes.
En l'occurrence, on va en parler d'une série donc qui s'appelle Phonogramme, qui a un statut assez particulier. Est-ce que, c'est-à-dire une publication un peu particulière. Est-ce que Gaylor, tu peux nous en parler très rapidement Alors, Phonogramme existe en 3 volumes. Enfin, il y a 3 volumes de Phonogramme. Le premier est sorti en 2006 ou 2007, me semble-t-il. C'est ça. À cheval sur les deux, en fait. Voilà, c'est ça. Le volume 2 est sorti en 2010. 2008 et qui a duré jusqu'en 2010. Ah oui, voilà, 2010. Et le volume 3, donc Immaterial Girl, est sorti très récemment, l'année dernière, 2015. C'est ça, voilà. Ça a commencé fin 2015. Et on voulait en parler parce que Kieron Gillen et Jamie McKelvey, pardon. Donc on en avait déjà parlé pour The Wicked plus The Divine, donc c'est exactement le même duo. Et Phonogramme, c'est un petit peu les graines qui ont germé et qui donneront plus tard The Wicked plus The Divine. C'est toujours basé sur de la musique, sur des icônes de la pop culture, mais c'est moins un comics, enfin c'est format comics, mais c'est moins un comics que The Wicked plus The Divine, c'est plus un essai illustré, on va dire. C'est la première tentative de Kieron Gillen dans les comics, en fait, c'était en 2006-2007, c'est son premier récit. D'accord. Jamie McKelvey avait déjà dessiné d'autres trucs auparavant, dont, et là je prends mon TPB, c'est écrit à la fin, Suburban Glamour, que j'ai pas lu, parce que je suis arrivé à la fin du premier TPB, à la fin il parle un petit peu, bon, comme d'hab, la BO des auteurs, la biographie des auteurs, et du coup, apparemment, voilà, Jamie McKelvey avait déjà dessiné pas mal d'autres trucs avant. Moi, je le connaissais surtout pas pour The Wicked plus The Divine et Young Avengers, qu'il faut absolument lire. Oui, c'est vrai que c'est lui, maintenant que tu le dis. Oui, c'est vraiment très très bien. Et comment, alors, voilà, le problème, le défi. Voilà, ça c'est facile de faire le générique, ça c'est cool. Le moment délicat dans une émission de comics, comment résumer un comics qui n'est pas un comics, mais qui est sous un format comics. Et qui est, comme je le disais, un essai un petit peu sur la musique, sur la Britpop plus particulièrement. Et son héros qui s'appelle David Cole, voilà. David Cole, lui, est un véritable connard. Je pense qu'on peut le dire. Je crois qu'on peut mettre les pieds dans le plat. Hein. C'est un véritable connard. Très très à cheval sur la musique, il connaît absolument toute cette période sur le bout des doigts, très nostalgique de cette période, et c'est très très important de lire ça en sachant qu'il est très nostalgique et qu'il vit de manière un peu anachronique, parce que voilà, forcément il a connu ce qui se faisait de meilleur, et donc maintenant les jeunes écoutent de la merde, voilà, selon lui. Et le récit bascule assez rapidement à la fin du premier chapitre du premier volume. En fait, David est confronté à une entité, l'entité de la Britpop, ni plus ni moins, qui lui somme en fait d'empêcher le retour en fait amorcé par un groupuscule, le retour en fait de cette Britpop qui s'apprête à revenir, et il faut surtout pas que ça revienne, parce qu'on sait jamais, on sait toujours que les comebacks n'ont jamais rien de bon quand ils sont comme ça programmés et tout. Et donc il repart avec cette mission et une petite malédiction qui va lui obliger à remplir cette mission jusqu'au bout. Et le Vlatipa embarqué dans une aventure à travers toute l'Angleterre, où il va aléatoirement aller à droite, à gauche. Enfin, lui, c'est exactement ce qu'il fait. Le problème de ce comics, en fait, c'est que le lecteur ne sait jamais ce qui se passe véritablement. C'est assez simplement, hein. C'est assez handicapant. Et ça donne, c'est assez bizarre de se faire tout le temps pousser dehors par l'auteur, qui à la fois veut tout le temps te montrer qu'il a une culture et qu'il a des références, et ces références sont... J'ai lu quelques reviews sur internet, parce que je suis sorti de là, j'ai l'impression que t'es un gros con qui n'avait rien compris à l'histoire. Et il y a des gens qui ont compris et qui ont vu toutes les métaphores, qui ont vu de quoi il parlait et tout ça, mais voilà, ils sont peut-être 7 dans le monde. Et donc apparemment ça se tient au niveau métaphorique, message. Il y a un message très très fort à propos de ce qu'était la Britpop, des influences, de ce que c'est devenu, et puis même d'une manière plus générale sur c'est quoi d'être fan finalement. Qu'est-ce que ça t'apporte, en quoi ça te change en tant que personne, et après avoir accumulé toutes ces connaissances, enfin toutes ces chansons, toutes ces musiques, après avoir ressassé en boucle tout ça, qu'est-ce que tu deviens après ça, quoi, qu'est-ce qui ressort de toi? Et c'est le dilemme auquel est confronté David durant tout le comics, parce que il va devoir empêcher justement que cette déesse revienne sur Terre, Britannia, et en même temps il veut, comment dire, ses souvenirs s'effacent au fur et à mesure du récit, parce que plus il y a un rapport comme ça assez mystique avec la musique. En fait, c'est comme si c'était Harry Potter, mais la magie c'est la musique, c'est les références, c'est
Voilà, tout ce qui est tout ce qui est culte, tout ce qui est musique, tout ce qui est culturel, tout ce qui est comme ça. Quand il cite des paroles, il parle d'invocation, enfin les trucs C'est comme ça, ça. ouais. C'est vrai que c'est le lexique de la magie, mais avec la musique, les paroles, les pochettes, les rééditions, les lives. Le comics se passe en grande partie dans les salles de concert, qui étaient soit qui sont en ce moment mythiques ou qui étaient anciennement mythiques. Enfin voilà, donc moi, c'est un récit qui m'a pas mal touché parce que je pense qu'on est tous un petit peu David Cole. Enfin, quand on aime la musique, on est tous ce gars en fait qui finalement on est un peu expert d'un truc. Et puis c'est notre truc, tu vois après. Ouais, voilà. Il y a que nous qui pouvons en parler. Exactement, c'est ton truc. Tu juges un peu les autres. Les autres te paraissent soit des petits cons si genre ils écoutent le groupe d'après, soit des vieux cons si ils écoutent le groupe d'avant. T'as l'impression que voilà, ce que t'écoutes c'est le summum d'une époque. Et donc voilà, en fait, c'est bizarre en fait parce que c'est pas vraiment un comic, c'est pas une très bonne histoire en fait. Non. C'est assez difficile à comprendre. Enfin, c'est assez difficile, c'est vraiment un euphémisme. C'est très difficile à comprendre. Le niveau d'anglais et d'écriture juste ça j'en ai pas parlé. Vraiment assez élevé parce que clairement. C'est un récit à la première personne et le gars de toute façon parle d'une façon très prétentieuse. Enfin, il est excessivement prétentieux et c'est son personnage. Enfin, c'est le trait de son personnage et ça sert le truc. Et il part dans des monologues interminables à chaque fois. Exactement. Et donc. Mais qui sont des théories en soi sur la musique, sur la façon de la ressentir, sur. Exactement. Et donc du coup, ça en fait un essai. Super intéressant sur la musique, sur l'histoire de la musique anglaise en particulier. Il y a énormément de références qui sont données. Ça peut nous perdre quand même parce que clairement il y a des moments où ça cite des paroles, ça cite des groupes. On pourrait se dire bon bah allez, admettons que ça soit fictif, ce qui est déjà un petit peu plus le cas par exemple dans The Weeknd at the Divine où là il y a des groupes fictifs, il y a des chansons fictives et donc il y a des persos écrits en fait tout simplement donc voilà. Tu loupes une référence, l'histoire continue et tu es toujours dans l'histoire quoi. Voilà. Et là, il y a énormément d'annexes, tu vois, à la fin, qui t'expliquent. il y a vraiment tout un lexique. Oui, je dis annexe. Il y a un lexique à la fin qui dit, ça c'est ça et tout. Donc clairement, genre quand on n'est pas amateur, je pense de musique rock, pop rock, quand on connaît pas bien ces années-là, parce que il y a des moments où il fait des références faciles, où il parle, je sais pas, par exemple, voilà, les deux grands moments de l'histoire de la Britpop, où tu vois l'affrontement Blur Oasis ou les trucs comme ça. Enfin voilà, tu vois, lui dit, enfin déjà pour lui, ça c'est très mainstream, et il parle de trucs qui sont beaucoup plus précis que ça, et bref, moi c'est quand même un récit qui m'a touché. À la fin, je me suis dit OK, en fait, j'ai appris plein de trucs sur la musique. J'ai même appris plein de trucs sur mon rapport à la musique. Ouais. Je crois que c'est plus ça qu'il faut retenir. Ça m'a touché en fait en tant que fan. Et je pense que c'est pour ça une grande réussite. Après, en termes d'histoire, c'est un petit peu plus compliqué. Et c'est dommage parce qu'il y a des concepts Par contre, graphiquement, c'est assez mortel quand même. Ah oui, alors voilà. Jamie McKelvey, lui, il est. Alors le premier volume, lui, est entièrement noir et blanc. Ouais. Ce qui est pas le cas de la suite. La suite est en couleur, ouais. Je voulais juste finir sur une petite. On parlait il y avait des bonnes idées en tant que construction de récit, la magie, la musique comme magie. Moi, il y avait un concept qui m'avait beaucoup plu et qui revient une ou deux fois justement dans ce volume 1, c'est le concept de rétromancie, qui est ces DJ avec excessivement nostalgiques qui passent toujours les mêmes musiques en boucle, et c'est ce côté un peu vampirique justement qui ressort de ça, et ils absorbent l'énergie justement de cette masse qui est là, et eux-mêmes sont pas très talentueux, et du coup c'est marrant parce que David juge ces gens-là. Enfin tu vois, il est à la fois complètement en train de se parler à lui-même constamment, en train de se faire des références à lui-même et à sa propre culture, mais de temps en temps on te lâche des petites pépites, et c'est dommage parce que t'es constamment en manque d'informations dans ce comics là, et tu sens déjà le génie de Kieron Gillen qui a des concepts fous quoi. Ouais complètement, mais enfin, et il est juste, il a une mission, enfin il a ce côté essai, voilà, c'est pas assez. Pour moi en fait ça aurait été peut-être plus efficace en très très longs articles sur Pitchfork, tu vois, par exemple. Mais peut-être, ouais, c'est un peu avec des élus, tu vois, c'est un peu la teneur du truc, mais il y a même en fait,
la base du récit quand même te pose dans un univers, tu vois, où tu te dis il y a des phonomancers, donc tu te dis d'accord, peut-être qu'il a des pouvoirs, peut-être qu'il et finalement très très vite tu te rends compte que tu saisis pas bien là où commence la magie, la mythologie et là où elle termine et où en fait ça devient la réalité, à tel point que tout à l'heure quand j'expliquais le comics à Eva, je me demandais même si David en fait avait une prise à la réalité. Est-ce qu'il est réel ? Ouais, c'est vrai. C'est question. Tu vois, à la fin du récit, je me suis dit mais peut-être pas en fait. Peut-être qu'il est même pas réel. Peut-être qu'il a jamais été vraiment un humain. Il y a ce côté évanescent en tout cas, oui, au fur et à mesure du récit et il y a des grandes scènes en fait où il lui arrive des choses qui défient la physique et où tu te dis d'accord, mais alors enfin en tant que lecteur de comics en fait c'est assez perturbant. Tu te dis est-ce que c'est une sorte de super héros oui, parce que tu réfléchis avec tes propres codes. Exactement. Quoi. Et lui, il s'en fout complètement de tous les codes, quoi. Exactement. Et du coup, c'est ultra perturbant et en même temps super intéressant quand même, quoi. Voilà. Enfin, c'est juste un univers, j'ai l'impression, avec des mecs avec des super pouvoirs, mais qui n'en abusent pas. Et qui n'en abusent qu'au moment où ils ont besoin d'en abuser. Enfin, c'est pas. Et du coup, ça m'a fait un petit peu penser à Promethea, un petit peu, tu sais, où il y a ces histoires de muses, tu vois, genre qui reviennent un peu dans le temps. Et là, il y a un petit peu de ça. C'est comme si David était une muse de la Britpop à un instant T, et que là, on lui demandait d'aller un petit peu contre la déesse, tu vois, genre contre la déesse Britannia. Il faudrait que la muse se rebelle contre la déesse et genre empêche la déesse de revenir sur Terre. Enfin, moi, je le voyais un petit peu comme ça, quoi, tu vois. Et c'est. Je suis d'accord, très belle analyse. En fait, c'est super profond avec un background. Enfin, même s'il est bien élaboré, c'est encore plus profond que enfin, parce que moi, de loin, ça a l'air super prétentieux. Mais ça l'est un petit peu aussi. Hein. Quand tu connais pas, quand t'as pas ce niveau de culture musicale, Parce que tout à l'heure, vous parliez, j'ai ouvert des pages, je suis tombé sur une conversation entre donc David et un autre personnage qui apparemment s'y connaît en musique, et c'est donc 4 cases, les unes en dessous des autres, où ils sont juste en train de citer des noms de groupes et de hocher de la tête ou de dire oui non, quoi. Donc à Mogwai, Arctic Monkeys, enfin des trucs 2000, enfin voilà, ce passage là c'est super, enfin tu dis oh putain mais les mecs, quoi. Bon, en l'occurrence, c'est un des passages les plus accessibles en fait. Ah bon, Mogwai pour moi c'est un truc super élitiste, genre si tu écoutes pas ça. Bon voilà. Du coup en fait, alors donc là vous avez parlé du premier volume, Gaylor, tu me l'as dit au début, il y a 3 volumes qui sont parus. Comment dire, Eva et moi on s'est dit que ce serait peut-être plus intéressant de commencer par la fin. Donc ça va être simple. Voilà, pour une raison que je n'explique pas, nous avons lu le volume 3, en tout cas les quelques premiers chapitres. Pour notre défense à tous en fait, hein, tout simplement, Adrien avait proposé Phonogramme et il avait vu Phonogramme Immaterial Girl, mais il ne priait aucune mention de volume 2, 3, 12, tu vois, donc voilà. Moi, je savais que j'avais cet TPB chez moi du volume 1. Enfin, c'est après en faisant des recherches que j'ai compris que c'était le volume 1. Moi, à la base, je pensais que c'était... En fait, c'est un peu comme si tout faisait partie du même univers. Les mêmes règles. Mais... L'univers donc de Phonogramme Britannia... Enfin, de Phonogramme, voilà. Oui. Le premier volume étant l'histoire autour de Britannia. Et donc les autres volumes étant des histoires dans le même univers avec un petit peu les mêmes concepts mais autour d'autres personnages peut-être. Parfois les mêmes personnages mais c'est ça, c'est une, en tout cas le 3e volume c'est une autre histoire dans laquelle on retrouve certains personnages qui visiblement étaient dans le tome 1. Mais l'histoire a l'air complètement différente puisque c'est un autre personnage principal, Claire aka Emily, qui n'a pas l'air d'exister dans le premier. Et surtout, ça se passe même pas au même moment. Du tout. Ça se passe à des époques d'ailleurs très différentes. Alors moi, ça a été un grand moment de solitude quand même, la lecture du tome 3. Quoi, en termes de références et de... En termes de tout. Ah d'accord, ok. J'ai rien compris. Non, ça a été vraiment... Au bout de 3 issues, je pense que j'ai compris à peu près le pitch général de l'histoire, mais au niveau des références, j'étais complètement paumée. Et ensuite à la 4e issue, quand j'ai pensé avoir enfin compris, j'ai été complètement perdue à nouveau. On t'a remis dans une autre direction. C'est ça, ouais. Bah écoute, moi c'est vrai que j'ai eu du mal à accrocher. Vers la fin du premier, je me suis dit ok, je pense voir vers quoi ils vont. Je voyais ça comme un grand hommage,
un hommage, vu que, enfin, moi dans ma tête quand j'ai vu ces deux artistes, je me suis dit, enfin cet auteur et cet artiste, je me suis dit, bon ben, on a lu The Wicked and the Divine, bon ben, ça va être le même genre de, rappelez-vous comment c'était trop cool et regarde comme je dessine bien. Et du coup, les deux ensemble, ça peut que faire un bon cocktail. Et dès le début, en fait, tu te dis bon, ok, on t'enchaîne de références, on te parle d'un culte. Ils appellent ça Coven, donc un regroupe, enfin je sais pas, il y a un mot pour dire ça, mais bon, un regroupement de mystiques qui auraient des pouvoirs, sauf que rien n'est expliqué. Là tu te dis, ok, donc au bout d'un moment on savait qu'on était au volume 3 enfin au troisième volume volume 3 sur 3, et je me dis, ok, bon là il manque vraiment un truc. Et bon, vers la fin du premier, en fait, ça rentre tout seul dans sa propre histoire. Et tu te dis, bon, bah ok, est-ce que je vais pouvoir essayer de suivre ce que je vois là? Mais j'ai eu le même problème qu'Eva, et la sauce n'a vraiment pas pris. Même si côté graphique, bah on connaît déjà les deux auteurs, donc enfin les artistes, donc c'est vraiment pas un problème. Mais en termes de suivi, de cohérence, tout ça. Et je suis même pas sûr que c'est une sorte de culture vraiment, hein. Je pense que c'est aussi le côté cousu, enfin au contraire, enfin justement très étoffé enfin c'est super riche alors qu'il y a quasiment rien dedans. En fait. C'est ça. C'est ça qui est dingue, c'est ils arrivent à te il y a quasiment pas d'histoire en fait. Non, il y en a pas. Ouais. Il y a un événement à la fin du premier chapitre. Bon, je pense qu'on peut le dire parce que c'est pas non plus un spoil. C'est également le titre enfin le sous-titre de volume 3, c'est Immaterial Girl. Donc comme un titre apparemment d'une chanson, mais je ne sais non, comme Material Girl de Madonna, mais dans l'autre sens. Où en fait le personnage principal, donc d'Emily / Claire, vend une partie de sa personnalité au dieu de la télévision. Hein, voilà, donc déjà. Même si c'est une idée qui est super cool, en fait, enfin, en tout cas, moi, dans les chapitres que j'ai eu, je trouve que c'est un truc très mal exploité, ou pour une raison qui échappe, enfin, c'est peut-être dans le deuxième, en fait, hein, mais on ne comprend pas pourquoi, cette deuxième personnalité, donc, qu'elle a abandonnée il y a plusieurs années, revient chercher, la bonne personne et échange les deux. Donc, en fait, la méchante est dans notre, plan, et la gentille est coincée dans une télévision à revivre, des clips des années 80 et des années 90 indéfiniment. Bon, même si l'idée est un peu, enfin, c'est pas original parce que bon, des gens ont coincé dans des médias, dans des dimensions parallèles, bon voilà quoi. Mais on a le clip d'AA en personnage, hein, le clip de AA qui est un des personnages du premier clip, enfin du premier volume. Mais même si c'est un clin d'œil sympathique, en fait. Ben c'est très difficile de rentrer dedans. En fait, bon, je vous ai écouté, hein, mais je sais pas pour qui c'est quoi. Mais je te rassure, le volume 1, moi j'ai ressenti exactement la même chose. Hein. C'est un récit qui avance très doucement et qui avance dans des directions que tu ne peux pas, comment dire, tu peux pas. Pour réfléchir en 4D. Ouais, voilà, tu sais pas où ça va pas dans les endroits spécialement précis. Et du coup, voilà, t'es paumé, mais t'as toujours ce blabla, t'as des gens qui parlent, et puis au bout d'un moment, tu te rends compte que, attends, qu'est-ce qu'il disait? Et tu reviens 3 cases avant, et tu relis, tu fais, non, je suis pas beaucoup plus avancé, en fait, non, il est juste en train de parler d'un truc. Et t'as une impression comme ça de juxtaposition des cases, des fois, qui font pas sens les unes entre les autres, enfin, c'est assez terrible. Ça fait pète cerveau, en fait. Moi, genre le mec il pense à un truc, tu sais, c'est genre comme un post-it, genre ah mince j'ai oublié d'acheter du lait. Aujourd'hui il fait beau. Voilà. Et en fait voilà, c'est plein de trucs qui n'ont pas forcément. C'est une to-do list en fait le truc. C'est ça. Bon, la dernière fois que j'étais aussi paumé, c'est quand on avait chroniqué, je sais pas si t'en souviens, Adrien, Odyssey. Odyssey, ouais. Oh là là, c'était au niveau de la narration, c'est pas aussi éclaté, mais pareil d'une case à l'autre, tu sais pas ce qui se passe. Ouais, mais j'ai envie de donner des excuses à Odyssey parce que Fraction, si je me trompe pas, Matt Fraction voulait un truc très ambitieux, mais dans un côté mythique. Là, on a quelque chose qui est supposé être de la culture populaire, et en fait, c'est intangible. C'est supposé quelque chose qu'on a connu, entendu, quelque chose qui, c'est notre génération. Bah si. Mais en fait, je pense que, peut-être qu'il veut pas, hein, mais moi, ce que je vois, c'est, ok, voici un sujet que tout le monde peut partager, mais que, en fait, voilà, t'as un gâteau dans un truc, mais tu peux pas y toucher. Bah, t'as plusieurs niveaux, en fait. Et lui, il part directement dans les niveaux, très durs. Ouais, non, mais il a une méthode de narration qui est hardcore, quoi. Parce qu'en fait, quand tu y repenses, juste, tu pourrais te dire, tu pourrais faire ça comme Prometheus le fait, tu vois. Prométhée. Surtout ne faites jamais une histoire comme Prometheus. Petite aparté. Pas de roue. Faites pas ça chez vous les enfants.
Pardon, je crois que non, encore une fois, t'as fini sur un truc aigu. Continue. J'ai cru que t'allais continuer. Bon, tout ça pour Non, j'ai Eva, cru aussi pardon, que j'allais pour continuer. conclure. Ouais, je voulais juste dire que je viens de feuilleter le tome 1. Là, en fait, il y a une grosse différence entre les dessins. Le tome 3 est hyper proche de The Wicked and the Divine. Déjà, les Enfin, les personnages sont les mêmes. On reconnaît, enfin, il y a des personnages qui ont exactement les mêmes coiffures, les mêmes têtes. Tu veux dire des parallèles entre Phonogramme et Wicked? Ouais, enfin, le D'accord. tome 3 de Phonogramme. D'accord. Et que je trouve beaucoup moins dans le tome 1, en fait. Le dessin est il y a un peu peut-être plus côté différent. un peu plus donc original, justement, Ouais. dans le... Qui, justement, oui, puis 10 ans il y après, a ils plus ont longtemps peut-être- aussi, ouais. Et ce que je voulais dire pour conclure, j'ai oublié. Du coup, oui, en un mot, recommandation ou pas? Est-ce que vous le conseilleriez? Alors moi, je sais pas. Là, ce que j'ai envie de faire, en fait, c'est... tu sais, comme quand tu vois un film que tu comprends pas spécialement, où tu sens qu'il y a beaucoup de pistes. Je sais pas quel genre de film. Là, j'en ai pas un qui me vient en tête, mais genre tu sors de là, tu fais oh là là, mais je veux absolument tout connaître sur ce film. J'en suis pas là avec Phonogramme, mais j'ai envie, je sais pas, à un moment peut-être tomber sur un site d'un mec qui va me décortiquer toutes les références de tous les groupes, ouais. de machin, et juste voir et peut-être plus tard le relire. Mais en l'état, là, c'est très difficile de recommander. Mais quelque part, ce que tu m'as dit sur le volume 3, ça me rassure parce que je me suis dit que c'était peut-être je sais pas, Kieron Gillen, c'était son premier comics, donc peut-être qu'il savait pas trop comment faire. Il était un peu peut-être confus au niveau de... Mais en fait, apparemment, non, c'est juste le but de Phonogramme, c'est de faire un truc confus sur la longueur. Donc, ok, bien joué en fait. Moi, je demanderais à Joe hors antenne s'il Ça aurait a lu été marrant parce d'avoir que je... son ouais. avis, ouais. Moi, je suis demande- sûr que Joe a lu, je pense qu'il a aimé, et je pense qu'il recommanderait. Ouais. Enfin, On lui demandera. je pense. Sur ce, merci pour ce focus. On va passer à la troisième et dernière partie de cet épisode, à savoir hors les bulles. À tout de suite. Ça te plaît? Qu'est-ce qu'elle est bonne. C'est complètement addictif. Je vais jamais pouvoir m'en passer. Dis-moi chérie, t'es bien vierge? Vous en avez marre de vous poser des questions stupides sur la sexualité? Papa, comment on fait les bébés, eux? Vous n'osez pas demander à votre maman? Minuit 69 casse les tabous, les idées reçues et les complexes. Une fois par mois, entre adultes consentants. Minuit 69 ne parle pas de cul. Minuit 69 vous parle de sexe. Minuit 69. C'est complètement addictif. De retour dans cette troisième et dernière partie de ce 59e épisode de Comics Outcast. Hors les bulles cette semaine dédié à Doctor Strange. Donc c'est bien Et évidemment... non pas Dr House. Non, comme Comme la blague. Comme on a pu vous le faire Qu'on a croire fait en hier. début d'émission. Alors, un petit rappel, évidemment, Doctor Strange, c'est un film des studios Marvel qui est dans la même continuité que le MCU, le Marvel Cinematic Universe. La phase 3, ouais, exactement. La phase 3. Du coup, c'est un futur compagnon, enfin, même si on n'a pas vu le film, un futur compagnon de nos amis Avengers. Sauf que dans ce film, ils n'apparaissent pas, en tout cas pas dans la trame principale. Et on peut avoir, enfin, je vais vous parler du cast, évidemment. Il y a Tilda Swinton, Mads Mikkelsen dans le rôle de Caecilius le méchant, Benedict Cumberbatch, évidemment, Chewie dans le rôle du Doctor Strange. Oui. Tu sais, ça aurait Non, dans le rôle de Sherlock. Ça aurait tellement été normal de commencer par ça, mais non, il a préféré parler de Tilda Swinton. Mais c'est elle est tellement sympa cette meuf. Chiwetel Ejiofor dans le rôle de Mordo, Baron Mordo, Rachel McAdams dans le rôle de dans le film elle s'appelle Christine Palmer, mais je suis pas sûr qu'on donne son nom dans. Si, c'est pas Her. Mais non, Non, c'est elle Christine tout le long. Cress. Benedict Wong dans le rôle de Wong. Et c'est tout, parce que les autres sont pas très importants. Donc c'est un film qui est sorti fin octobre en France et qui donc, je vous l'ai dit, se place dans le MCU. On va parler rapidement du pitch. Est-ce que quelqu'un peut nous parler des propos du film? Oh À part du fait que sur vas-y quelqu'un qui- Eva, je sens que t'as envie d'en parler. En plus, elle avait pris son téléphone pour faire autre chose. Je pense qu'elle J'étais avait en fait train de exprès. faire une recherche sur l'âge de Tilda Swinton. Elle a à peu près. Oh là là, elle était sympa avec toi et moi j'ai cassé toute la magie de Sors les bulles. Non, j'ai trouvé là. Non, ouais, donc- je l'aime, mais je vous le dirai. Alors, qui fait le pitch? Ah oui, putain. Non, on n'aura pas d'enfants ensemble. Donc le pitch, Eva. Donc c'est moi. Alors, c'était pas prévu comme ça, mais Mais rien n'est prévu Eva, bienvenue dans le Comics Outcast. D'ailleurs, son âge sera le propos d'un prochain quiz. donc c'est l'histoire d'un médecin qui a un très grave accident et qui. Aïe, aïe, aïe. Oui, oui, oui. Donc Stephen Strange, un grand neurochirurgien qui déboîte tout, qui a des succès dans tous les domaines, formidable, a un jour un énorme accident de voiture
et se retrouve à les mains complètement. Alors, fait surprenant, il survit déjà. C'est ça, Oui, voilà. déjà, ça c'est le truc que j'ai pas compris. Il a une petite coupure sur le front. Notez. Oui, c'est vrai, pour montrer genre, j'aime. Il y a quand même un petit peu de sang. Mais donc, il a les mains broyées. Donc, il subit de multiples opérations. Il voit de nombreux docteurs, des spécialistes dans tous les genres, jusqu'au moment où il réalise à comprendre que il y a plus rien. Enfin, il y a pas grand chose à faire. Enfin, les médecins y arrivent plus. On lui dit qu'il faut laisser tomber. Il pourra plus jamais se servir de ses mains de la même façon voilà. qu'avant. Et en gros, il pourra plus être neurochirurgien. Ouais. Et voilà, sa carrière est brisée. C'était un peu tout ce qui comptait dans sa vie. Comme toutes ses phalanges. Voilà. Et elle est bien. Elle est vachement bien. Et donc là, il voit tout s'effondrer, ses conquêtes. Donc Christine, avec qui il y avait une petite histoire comme ça, il la rejette subitement, il lui en veut terriblement. Et puis, tout à coup, il apprend que un certain homme a été guéri d'une paralysie par quelque chose d'un peu étrange, d'un peu mystique. Et donc, il va décider de se rendre sur place pour rencontrer la personne qui est censée pouvoir le guérir. The Ancient One. Exactement, l'ancien 1. Comme on dit en français, du coup, qui est donc joué par Tilda Swinton. Est-ce que, avant d'aller plus loin dans le film, parce que on va spoiler des éléments clés, on se dit que voilà, on est. Il est sorti il y a longtemps le film ou pas? Il est sorti le 28 octobre, pardon. Donc là, ça fait 2 semaines. Enfin, là, on est. Ce premier jour, c'est le 14 novembre, selon la diffusion, mais après, voilà. Donc, mais on a averti au début qu'il y aurait des spoilers. Du coup, est-ce que des personnes autour de ces micros, ont déjà vu des lu ou des comics ou même vu un film j'ai déjà lu des comics, 70 et avec Doctor Strange dedans, et est-ce qu'on peut faire un rapide comparatif de ce qu'on a vu à l'écran, parce que il y a eu un parti pris assez pris du personnage. Non mais j'arrive pas à trouver ma phrase, mais bon, un parti pris sur le personnage. Je sais pas, audacieux. Oui, non, mais justement un peu limité. limité, au contraire, je dirais, par rapport à ce qu'il est capable de faire. C'est bien comme mot, limité. Par rapport à ce qu'il est capable de faire dans les comics. Est-ce que Gaylor, par exemple, au lieu de me. Alors, il faut savoir que oui, c'est une origin story, donc ça reprend un peu ce qu'avait imaginé Stan Lee et Steve Ditko dans les années bissextiles. Et 1963, je crois. C'est ça, oui, exactement. Et tous les personnages ont été créés en 63, de toute façon. Oui, voilà. Et donc ça reprend grosso modo l'origin story. Ça rajoute le grand méchant Dormammu qui n'apparaît pas tout de suite dans les comics, mais bon, voilà, il fallait mettre tout de suite le grand méchant face au grand gentil. Et c'est un film d'1h30, 2 heures, donc ça va excessivement vite sur la mise en place, sur l'apprentissage du Doctor Strange, qui devient très rapidement une sorte d'élu, tout simplement, désigné par ton anglais chauve, là, Morpheus blanc, là. L'ancien 1. Voilà, l'ancien 1. Oui, voilà, il y a un petit côté Matrix, faut que ça aille très vite, et alors que dans le comics, voilà, il passe comme des années à étudier les arts mystiques et tout. Écoutez, moi j'ai pas des années pour aller au cinéma, quoi. Voilà, c'est ça. Et j'ai pas que ça à foutre de lire des comics qui datent des années bissextiles, bien sûr. Et donc voilà, qu'est-ce que je pourrais te parler d'autre comme comics? Il y a un très bon comics Doctor Strange qui s'appelle The Oath, scénarisé par Brian K. Vaughan et dessiné par le meilleur dessinateur de comics du monde, Marcos Martin. Ah, ok. Non, désolé. Marcos Martin, on en avait parlé, il a fait The Private Eye. C'est pas ce que tu voulais dire. Ce que c'est. L'œil privé. Private Eye. Oh putain, tu le fais tellement bien, je suis jaloux. Mais j'ai un accent de merde. Et bref, digression de merde sur un comics qu'il faut absolument lire de Doctor Strange. Voilà, donc ça, c'était pas un soft reboot, c'était une mini-série qui reprenait les fondements de Doctor Strange et qui, à mon sens, par rapport au comics original et par rapport à cette mini-série, mettait beaucoup plus accent sur le côté magique. Et c'est le premier reproche que j'ai à faire à ce film. Revenons au film, s'il te plaît, Eric. Pour moi, la magie se résume dans ce film. Oui, non, Eric. Se résume à beaucoup d'apparitions d'épées magiques, de boucliers magiques, de lasso magiques. Conjuration.
Voilà, finalement, c'est Conan the Barbare avec des armes fluorescentes. Oui, qui font mal aux yeux, ouais. Et voilà, pour moi, c'est pas trop ça la magie, mais voilà, c'est peut-être mon petit côté un peu snob qui a lu un peu plus de Doctor Strange que la moyenne, mais les autres. Sûrement, mais voilà, c'est un petit peu le reproche que je fais à ce film. Mais en soi, c'est plutôt un film, je trouve, qui se tient dans le sens où c'est pas comme Civil War, tu sens pas que t'es largué. Genre, tu sens pas que c'est un Avengers 2 ou un Captain America 3 ou un Iron Man 8. Il a sa teneur individuelle. T'as un début, t'as une fin, t'as un combat contre le boss final que j'ai trouvé. Voilà, c'était une petite astuce assez sympa. C'est malin. Voilà, c'est malin, exactement. Malin. Et ça va pas me laisser un souvenir impérissable, hein, loin de là, mais je ressors pas de là en me disant putain, j'ai vu un truc horrible. Plus jamais. Là, vu qu'on est sur le méchant, désolé de sauter un peu. Dormammu. Est-ce qu'on a encore un énième boss de fin générique de chez Marvel, c'est-à-dire le boss qu'on peut vraiment mettre, enfin. Même par rapport à sa personnalité ou ses capacités, mettre dans tous les putains de films Marvel, parce que le héros est au milieu, il sait pas trop sur quel pied danser, puis il y a C'est une vraie question? Non, oui, c'est une vraie question. D'accord. Excuse-moi. En fait, je crois que pour moi, c'est peut-être un des plus gros problèmes de ce film. C'est le méchant intermédiaire qui est interprété par Mads Mikkelsen. Mads Mikkelsen. Ouais. Et c'est quoi déjà le nom? Kaecilius. Kaecilius, voilà, c'est ça. Coup de cheval. Qui est encore un héros ridiculisé, un méchant ridiculisé, tu vois. Où en gros, enfin, il fait quand même jamais très très peur, et il est même utilisé pour faire des vieilles vannes, quoi, tu vois. Et ça me pose un problème. Autant vraiment le boss de fin, comme tu l'appelles, Dormammu, je trouve qu'il est assez flippant. Moi j'aime assez son design. Tiens d'ailleurs, fun fact, Ben me disait tout à l'heure que en fait c'est Benedict lui-même qui a fait le motion capture de Dormammu. Ah ouais, c'est assez drôle. Et même la voix, c'est pas lui la voix, je crois. Pas ça va? Je crois pas. C'est ce que j'avais lu. Mais enfin, ok, ça va. Si Eva et moi on dit. Mais non, en fait, en tout cas, moi j'ai beaucoup aimé justement, ça a changé, tu vois, cette fin là de juste, le gentil l'a tapé plus fort. Ouais. Ce qui est quand même genre la formule consacrée jusque-là dans une espèce d'énorme destruction porn où on détruit des villes entières, etc. Et ben là, on répare la ville entière et pendant ce temps-là, le grand méchant, le grand gentil fait une petite entourloupe au grand méchant. Et je trouve ça plutôt justement, tu vois, c'est pour moi une des meilleures surprises du truc versus ce méchant complètement sous-exploité, ridiculisé, enfin qui méritait un petit peu plus de charisme que ça vu son interprète. Ah oui. Après je trouve que le film au global m'a apporté une dose suffisante de plaisir dans la contrainte de la formule Marvel. J'ai beaucoup aimé l'intro du film qui est assez lente, en fait, j'ai trouvé, enfin moi qui pose le drame de façon assez. Ils prennent du temps pour expliquer qui c'est. Ça prend du temps et ça m'a fait assez plaisir jusqu'au point d'orgue où Doctor Strange donc découvre le multivers et part dans cette espèce de trip complètement psychédélique qui aurait dû être là plus souvent dans le film en fait, parce que après, à partir de là, cette séquence qui est assez incroyable et je pense qu'on en reparlera et on la reverra et elle sera clippée dans tous les sens. Ouais, il y aura des gifs animés sur Tumblr pendant des années. Voilà, mais ça fonctionne à mort et malheureusement en fait c'est après le soufflet retombe complètement. Ça manque de folie, ouais, de manière générale. Et la folie ensuite elle est plus là. Elle est dans cette esthétique un peu Inception, même s'il faut pas le dire parce que ça existait bien avant Inception, mais là tu touches mon deuxième point. C'est effectivement saoulant du film. Deuxième point saoulant, effectivement, genre une espèce de fausse magie. Enfin bref. Ouais. Du coup, Eva, est-ce que... Alors, je te pose la question, mais tu as le droit de me dire non et de me frapper, mais me frappe pas, s'il te plaît. Est-ce que tu... Enfin, j'ai lu beaucoup qu'il y avait des fans qui ont trouvé que... Enfin, des spectateurs qui ont trouvé que on avait encore à faire un Stark, en fait, et que comme la formule avait fonctionné avec le premier Iron Man, parce que les deux autres n'en parlent pas, le 3, mais pas le 2, est-ce que t'as senti également la même chose, donc un Stark générique, en fait, qu'on peut placer à toutes les sauces, cet homme un peu cynique qui a de l'argent, qui a du succès avec les nanas, bon, bof. Exactement. Mais voilà, qu'on peut replacer à toutes les sauces parce que justement comme il est un peu entre deux générations, il est un peu entre tu sais pas quoi répondre. Non, j'attendais que tu finisses. Ta question est infinie, quoi. C'est ça. Oui ou non?
Ah merde. Et bah c'est merde, voilà. Non, en fait, je trouve ça un peu injuste de comparer sans cesse comme ça parce que je trouve que autant que dans les comics du début de Doctor Strange, il était comme ça, il était imbu de lui-même, il était arrogant, enfin voilà, avant d'avoir son accident, c'était un type insupportable qui m'a gagné beaucoup d'argent, avait beaucoup de conquêtes. Alors effectivement comme Stark, mais le personnage avait été créé comme ça déjà à l'époque. Donc je trouve ça normal qu'il soit retranscrit comme ça dans le film et ça me choque pas et j'ai pas l'impression d'un double de Stark dans le film. D'accord. Je trouve que c'est normal que ça ait été traité comme ça. On identifie bien les deux persos ouais. et les deux peuvent de toute façon à l'avenir ils seront côte à côte dans Avengers 3 mais même s'ils ont la même pilosité faciale. Oui, c'est vrai. Ah bah oui, attends, on se doute bien que alors peut-être qu'il y a le côté un peu humour qui fait dire ça mais c'est pareil, dans les comics, ils étaient pas spécialement drôles à la base, ni l'un ni l'autre. Enfin, c'était pas la grosse marade. Donc ça dépend. Pardon, vas-y. Le film se serait pas plus mal porté sans les 3 vieilles blagues qui tombent un peu à plat. Enfin, non, je sais pas, on aurait pu les jarter ces vannes. Je sais pas, moi, il y a des trucs, il y en a quelques-unes qui passent bien. Je trouve. Je t'avoue, ça je me souviens pas... d'aucune vanne. Juste à part la cape consciente, parce que je trouve ça marrant. Voilà, ça existe ça dans le comics? Alors non. Elle lui permet de l'éviter, mais elle n'a pas de. C'est un truc propre. qui arrive un peu plus souvent dans le comics, pas cette cape spécialement qui a une conscience, mais le fait d'animer des objets, de leur donner une identité. Par exemple, le marteau de la nouvelle Thor, il est beaucoup plus conscient qu'il était avec Odinson. T'as la planche du Silver Surfer aussi, qui a carrément son petit surnom, qui s'appelle Toomey. Parce que quand il l'appelle, il dit To me, my boy. Et la terrienne qui est avec lui fait tu lui as donné un nom qui s'appelle Toomey. Et pour elle, c'est Toomey, T-O-O-M-I-E. Tu vois, c'est un vrai prénom. D'accord, quoi. Et voilà, il y a ce côté un peu. Il se fout de sa gueule un peu. Autométa, même limite. Ouais, voilà, c'est ça, on peut dire ça. Donc voilà, c'est un truc, je sais pas, très Marvel peut-être pour attirer un peu les nouveaux lecteurs. On a tu vois, Groot dans Guardians of the Galaxy. Donc là, la cape, ça peut être le friendly sidekick, si on peut dire. Ouais, enfin voilà, c'est toujours marrant l'objet. C'est pareil, c'est pas le côté mignon, mais bon, c'est le côté. C'est le côté Bernardo de Zorro, tu vois. En fait, il y a quelques moments où j'ai été sorti du film, alors que globalement il m'avait plutôt bien gardé, mais c'est les quelques vannes qui tombent un peu à plat, dont tu vois la cape qui sèche ses larmes là, sans déconner. Enfin, je sais pas, je trouvais ça vraiment nul quoi. Enfin, et il y a un autre truc qui m'a fait bizarre, et j'aimerais bien votre avis là-dessus. Allez. En fait, ça m'a et c'est con, ça devrait pas. Ça m'a choqué quand il cite les Avengers. Tu vois, quand en gros d'un coup il dit ouais bah alors en fait il y a les Avengers pour protéger genre des dommages physiques ou je sais plus trop quoi. Et nous on est là pour protéger la Terre de la magie quoi en gros. Et en fait ce moment qui devrait connecter l'ensemble au MCU. Alors je sais pas si c'est parce qu'il est mal amené, mais en fait ça m'a fait chier. C'est-à-dire d'apprendre que les deux univers étaient séparés totalement. Ça m'a fait chier que ça t'ait pas autant excité. Que ce soit casual. Alors ça m'a fait chier que ça m'excite pas. Ça fait un moment que le MCU m'excite pas. Genre le MCU comme un univers, connecté, comme un univers. Et quelque part, tu vois là de le raccrocher. Pour moi, c'était presque comme une espèce de pastille publicitaire, tu vois. Ouais, c'est limite, voilà, c'est le cahier des charges. Fallait dire le mot Avengers à un moment dans le film. Ouais, peut-être. Et on s'y attend pas forcément, en plus, parce que le film se suffit vraiment à lui-même. C'est pas nécessaire, en fait, quoi. Limite, c'est absolument pas nécessaire. Ouais, parce que enfin voilà, il y a presque il y a la scène post-crédit pour ça, quoi. Et je sais pas, ça m'a fait bizarre et ça m'a quand même fait douter, tu sais, de la pertinence du MCU à un moment quoi. Enfin quand t'as un film comme ça qui est ultra standalone et tout, je suis fanboy, tu vois, ça devrait m'exciter à un moment et en fait non pas du tout, ça m'a fait chier à ce moment-là. Bah écoute, peut-être que moi je m'y attendais parce que t'échappes pas même dans des standalone à ce côté justement il faut montrer aux spectateurs qu'on raccroche les wagons à un moment ou à un autre, qu'ils regardent pas juste un truc qu'il est pas peur. Enfin j'ai l'impression que maintenant les spectateurs du MCU, faut leur tenir la main constamment quoi, limite enfoncer là, le film tient la main voilà, c'est ça, c'est limite enfoncer les ongles dans la peau, tu vois, tu restes avec moi, tu vois, tu t'oublies pas que c'est Marvel, c'est Avengers. Et là, je te le dis. Oui, la référence arrive. Ça arrive, tu vas pouvoir en parler sur les forums. Et tu pourras dire ce que t'as compris alors qu'en fait c'était à côté de la plaque. Mais
Du coup, en parlant du futur c'est un DMCU, détail, ça. Donc aujourd'hui, pour vous, enfin de ce que j'entends, en tout cas de ce que vous venez de dire tout de suite là, il est impossible pour Marvel de faire un film qui ne soit pas, enfin parce que là ils ont quand même, ouais, ma question est longue, qui ne soit pas connecté au reste. Du tout, c'est-à-dire que Guardians avait ce côté un peu justement, nous on est physiquement loin de tout ce qui se passe, et pendant 99,9% du film, c'est totalement un film individuel et un seul élément qui lie au reste. Et là, pareil, Doctor Strange, jusqu'à la moitié, on est quand même bien indépendant, et puis après, on te replonge. Je crois que c'était ça, en fait. Je crois que c'est pas le fait que ça soit connecté au reste, qu'il y a un easter egg, tu vois, ça me poserait aucun problème. Le fait de découvrir à la fin que, en fait, c'était une gemme, tu vois, enfin, ça marche bien. Mais c'est juste que là, c'est soit terriblement mal amené, soit pas au bon moment. Enfin, je sais pas. Ça m'a gêné, en fait, presque. Ça aurait pu être. Ça aurait pu être parfait. Je pense que c'est ce qui fait la force de Guardians of the Galaxy encore à l'heure actuelle, c'est que c'est vraiment. Il y a une formule Marvel et il y a un film qui est un peu sorti de cette formule. C'est-à-dire que si tous les films Marvel étaient. Mettons, si la formule Marvel ça avait été Guardians of the Galaxy, il y aurait eu que des films Guardians of the Galaxy comme ça tout le temps. À la limite, il y aurait une fatigue voilà. dans ce type-là. On a une fatigue d'un certain format de film, de réalisation et de montage et de tout ce que tu veux. Et il y a ce film qui apparaît un petit peu comme une pépite. Et c'est ce qui a fait la force de ce film à ce moment-là. J'ai un autre film qui vient en tête du MCU, c'est Iron Man 3, qui est l'un de mes films préférés du MCU. Et il est quasiment pas connecté au reste de l'univers MCU. En fait, juste à un moment, Tony Stark a ce flash qui est ce qui se passe à la fin d'Avengers 1 où il passe dans cette portail interdimensionnel et revient sur Terre. Il a ce petit trauma à un moment dans le film, mais tout Iron Man 3 est complètement déconnecté. Et ça fonctionne, tu vois. Ouais. Donc c'est quand même encore possible. Je pense que là c'est vraiment le truc mal posé. C'est un détail, hein, honnêtement, c'est un détail qui n'a pas cassé mon fun. Parce que on peut le dire comme ça, au final j'ai eu pas mal de fun avec ce film. Eu du fun, mais voilà, ça reste un fun contrôlé. Ouais, voilà, moi c'était pas. Je suis d'accord avec ce terme. C'était pas. Non, c'est important de le dire, je pense, parce que là, quand on écoute un peu tout ce qu'on dit, on a l'air de parler d'un truc qui était vraiment pas terrible, quand même. Et moi, je voulais vraiment dire que, c'était un film que j'ai trouvé vraiment très très bien. Après, Ben, il va dire qu'on a fait les haters et tout. Non, et c'est vraiment moi, ça fait partie de ceux que j'ai préféré, ouais, vraiment. Donc voilà. C'est important de le dire. Quand même. Tu parles parce que voilà, enfin, je pense que Cumberbatch est cool, les effets spéciaux fonctionnent bien. Les effets spéciaux sont assez dingues quand sauf même. dans la scène d'intro, je trouve, il y a un truc qui va pas. Enfin, je me serais largement passé de cette scène d'intro, très honnêtement. La scène du combat final, moi je la trouve géniale. Voilà, le combat final est assez incroyable. C'est vraiment une super idée, c'est vraiment top. C'est chouette, ça marche à mort. Tu parles de quoi, la scène d'intro? La scène vraiment la scène avant qu'on découvre le personnage de Stephen Strange, où en gros tu vois avec le blind test là. Non, c'est ça. Mais non. Avant ça encore. Mais oui, mais avant il y a une espèce de baston dans la ville où avec l'ancien 1 voilà, et je trouve que c'est pas bien fait, ça marche pas, et puis c'est encore excusez-moi d'insister avec ça, mais c'est encore des putains de ninjas quoi. Enfin non, mais c'est pas un film de magie à aucun moment. Non mais aucun moment, mais non, puis même je veux dire, les ninjas, ça a jamais été excitant, jamais. C'est des mobs, c'est des espèces de petites créatures anonymes qu'on bute. D'ailleurs, c'est ce que tu disais tout à l'heure hors antenne, là, genre tout ce délire autour de Inception là. En réalité, on sait jamais ce que ça fait. Non, ouais, c'est. Tu sais, genre les gars, en fait, genre ils sont inspirés dans des briques, mais vous mourrez ou vous. Voilà. Est-ce qu'ils sont coupés en trois? Tu respawns quelque part, tu vois, je sais pas, c'est trop bizarre. Enfin, bref, il y a assez peu d'enjeux. C'est un effet extrêmement récurrent dans le film. Moi, ça m'a un petit peu gêné que la magie, toute la folie de cet univers soit résumée à finalement des retournements de bâtiments les uns sur les autres. C'est une référence un peu ancienne, donc pour les plus jeunes, je sais pas si vous l'aurez, mais ça me fait. Inception, c'est ancien. Non, mais c'est le début de ma phrase. Mes phrases, j'ai construit avec toujours une introduction et le milieu, il est quelque part entre la fin et le milieu. Bref, non, vous vous rappelez du clip, genre, tu sais, les deux mecs qui sont sur des tapis et qui font des chorégraphies, des tapis des treadmills là.
Et c'est pas vieux du tout comme référence. C'est super vieux ça. Ça a genre bien 3 ans. 3 ans, bah oui. Donc les plus jeunes. Non mais voilà. Donc on a l'impression qu'en fait, si vous avez moins de 3 ans, On parle d'office de vous Joe. ne comprenez pas le Tu français. comprendras pas. Non mais voilà, ça donne l'impression qu'en fait c'est juste, tu sais, bon, t'as l'impression de faire bouger la ville en entier, mais en fait c'est juste, ah bah mince, ça bouge, je peux plus être à l'endroit où j'étais tout à l'heure, tu vois. Tout ça pour ça, quoi. Oui voilà. Du coup, pour parler de la fin, enfin du reste du MCU, l'an prochain, on a 3 films, dont un qui est au moins Dont le meilleur film qui va arriver. Oui, donc Spider-Man. Oui. Pendant l'été, pardon, je me suis trompé. Avant ça, Guardians of the Galaxy. Et enfin, donc le film qui sera, à notre avis, enfin bon, il faut pas être devin pour le savoir, lié à Doctor Strange, c'est donc Thor 3 Ragnarok, avec une typo 80. Est-ce que quelqu'un a déjà compris pourquoi c'était comme ça? c'est mortel. Ouais, mais du coup, je sais pas à quoi ça C'est mortel. C'est mortel. Vous êtes chaud pour ça ou pas? Enfin, pour Thor 3, parce que bon, les 2 premiers Thor, je pense que dans le MCU, beaucoup de gens les classent dans les 2 derniers. C'est vraiment le débat là, parce que c'est vraiment le sujet ce soir. Non, le sujet, c'est est-ce qu'on est chaud pour Thor 3? Oui. Je ne répondrai pas à cette question, excusez-moi, je ne vous ai pas interrompu, ne m'interrompez pas. Sur ce, bon, on recommande pas? Ah oui, bien sûr. On recommande. Oui, allez le voir, ouais. Au moins pour l'apparition d'un nouveau personnage autre que un Avengers lambda. Oui. Voilà. Oui, qui est pas encore Avenger. Et qui le sera peut-être jamais. Oui, enfin, puis pour l'apparition juste d'un nouveau type de... Mais quand même, qu'est-ce que ça aurait été bien si ça avait été Del Toro? Oui, enfin, forcément, oui. Franchement, Oui. il aurait dû, hein. Oui, non, je sais, ouais. Mais voilà, au moins pour l'apparition d'un nouveau type d'éléments dans le MCU, à savoir la magie. Juste l'invocation de fils qui font mal aux yeux. Donc, c'est voilà, allez le voir au cinéma, il devrait rester au moins jusqu'à Noël. C'est la fin de cette émission. Je parle doucement pour qu'il est temps d'appuyer sur le bouton. Ça, c'est synchro. Ça, c'est du filler. Avant de nous dire au revoir, on a quelque chose à annoncer. Oui, vous vous rappelez, il y a 2 semaines, on a fait un quiz auquel vous avez participé sur les internets et sur les réseaux. Enfin, si vous venez de zapper pour tomber sur ce truc-là, c'est vraiment pas sport. Donc non, en fait, on l'a dit au milieu. Voilà, donc tu reviens. Il y a 3 reviews qui sont cool. Du coup, je me rappelle plus de la question, mais la réponse était oui. Voilà. Et non, je me rappelle plus la question, mais c'est Ben qui l'a posée. Bon, en fait, on a trié les bonnes réponses. Qui c'est qui le non, mais il y gagnant avait plein de bonnes réponses possibles. C'était citer 2 vilains en matériaux de BTP. Ah oui. Et ensuite, il y avait un quiz audio dont la réponse était Ultron. Voilà, et donc la première, toutes les réponses ont été tirées au sort. Et du coup, le vainqueur est roulement de tambour. Ah oh, c'est bien. Zeton, @French Furio. Donc j'espère que je prononce mal ton pseudo. Merde, c'était dans l'autre sens. Tu as gagné roulement de tambour. Une bouteille de Lipton entamée Et que j'ai touché alors que je suis malade. Mais surtout, le numéro 1 du Goon dans sa collection Deluxe. Que Dark Horse a eu cadeau, ça. La bonne idée de m'envoyer. Du coup, c'est pour vous. Donc, French Furio, on te contacte pour... En VO ou en VF? En anglais. Ah. C'est en anglais. J'espère que tu comprends l'anglais. J'espère que tu comprends l'anglais. J'ai pas pensé à ça. Donc, on te contacte, hein. On va te contacter, hein, pour te prendre tes coordonnées et t'envoyer. Anglais pour l'habitude. Et en espérant que ce soit. We will contact you. Ok, que ce soit en anglais. Voilà. Adrien n'en peut plus. Nous, on se retrouve. Déjà, je vous dis au revoir aux 3 chroniqueurs. Au revoir, Gaylor. Au revoir, Eric. À dans bientôt. Vous pouvez me retrouver sur Twitter. Oui. @GelOliver. Tu me poses pas la question et voilà, je le dis quand même. Si vous voulez parler de comics et d'autres choses, ou de jeux vidéo, voilà, mais de grandes passions dans la vie. Oh, et ta future femme. Ouais, je crois que je la mette dans ma bio Twitter. Non. C'est pas vrai. À bientôt, Eva. À bientôt. On te retrouve où? Alors, je me suis inventé une vie depuis la dernière fois. Ouais.
Attendez, j'ai préparé quelque chose. Ah, mais il y a des notes, c'est vrai. Vous pouvez me retrouver dans le magazine Page des libraires, où j'ai fait des chroniques. Mais c'est bon ça. Non mais attends, on le reçoit à la boutique, donc maintenant je vais regarder. Parce qu'avant je disais pas, parce que c'était du... ensuite, on va dire au revoir à Adrien. Oui. Notre réalisateur, sans qui on ne pourrait pas faire presque 2 fois les mêmes émissions. Mais c'est pas de sa faute. C'est vrai. Oui, on a eu un petit problème au milieu pour la prod relancement du générique de fin. Et on se donne rendez-vous dans 2 semaines, le 28 novembre, pour notre 60e numéro, qui sera dédié, j'ai pas fait le conducteur, donc je me rappelle plus, mais vous le saurez bien assez tôt sur les réseaux sociaux, grâce à nos illustrations un peu cryptiques. Okay. Illustration de Ben. C'est ça. Bravo Ben. Sur ce, on vous souhaite 2 bonnes semaines, et lisez bien les comics, et à bientôt. À bientôt. Bye bye. Ciao.